Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces ou des annonceurs ou des sponsors. Aujourd'hui, je remercie les formidables Cyriac, Maury, Ludovic Vial, Philippe Thomas, Manu Universo, Rudy et Christophe Razinski. Merci à eux et à tous ceux qui choisissent de contribuer à la production du Rendez-vous Tech, grâce auxquels vous pouvez avoir cette émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro un petit peu particulier du Rendez-vous Tech. Je vous rappelle que l'émission est une émission qui résume toute l'actualité tech, internet et gadgets toutes les 2 semaines. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on a une émission un petit peu particulière puisque, contrairement à ce qui se passe d'habitude où je suis tout seul chez moi en face d'un ordinateur, là, j'ai mes co-animateurs dans la même pièce. Que je peux voir, donc je peux voir quand vous vous endormez. Bien sûr, ça concerne spécifiquement Jérôme Kainborg. Comment ça va, Jérôme? Pardon. Eh ben écoute, ça va très bien, Patrick. Oula, tu parles comme d'habitude beaucoup trop fort. Ah bah oui, mais tu sais, moi je n'ai pas de tune down. Hein. Il n'a qu'un seul niveau de volume. Mais nous avons un ingé son aujourd'hui, ça c'est une nouveauté, donc il va réduire mon gain. Parfait. Eh ben écoute, ça va bien, content d'être là, content de te voir et de faire une émission de visu. Mais oui, on a également pour nous accompagner Kassim Ketfi qui se joint à nous. Comment ça va, Kassim? Bonjour, ça va très bien. Oui, tu es en forme? Ça va, j'étais à distance, donc j'ai quand même... un petit peu 2 mètres de sécurité, oui, c'est ça. Très bien. Et Christophe Kamikaze qui nous rejoint de Geeking. Donc on a une bonne partie des... Enfin, j'ai même pas dit, mais Kassim, c'est de Lifetime notamment, entre autres. Donc on a une bonne partie de podcasteurs de différents horizons. Comment ça va, Christophe? Ça va bien, merci. Content d'être là. Merci de m'inviter. Très heureux de vous recevoir tous. Et la raison pour laquelle on est tous ensemble réunis autour de cette table, c'est qu'on est au Microsoft Experience 2017. Il y a quelques semaines, Sébastien nous a contactés de Microsoft et ils nous ont dit qu'ils avaient déjà fait des podcasts dans le cadre de ce salon l'année dernière et qu'ils voulaient reproduire l'expérience. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, banco, pourquoi pas? C'est pas loin de la maison, c'est avec des gens sympathiques, on va y aller. En plus, on a effectivement un formidable ingé son qui nous gère tout ça. Donc on est très heureux. Et en plus de tout ça, on a un truc auquel je ne m'attendais pas. On a quelques personnes qui sont venues assister à l'enregistrement de l'émission. Donc on a un public. Comment vous allez tous? Non mais alors, on a répété avant le commencement de l'émission. Bonjour Paris. Très bien, voilà, les 20 000 personnes de l'assistance ont fait un petit peu de bruit. Merci à vous tous d'être là, c'est très sympa. Et donc, bah écoutez, on va quand même faire un épisode à peu près normal, hein. C'est pas parce qu'on est ici qu'on va pas... Pardon? C'est quand même Patrick, hein. Oui, bah oui. Cadré, exactement. Carré. Mais, donc on va vous parler de quoi aujourd'hui? Bah, un petit peu de ce qui se passe à ce Microsoft Experience, bien sûr. On va également vous parler des annonces à venir de Google. Alors là aussi, ça va être un petit peu spécial parce que on a toutes les rumeurs sur les nouveaux téléphones de Google. On enregistre, il est 1h30 et à 6h ou 7h, il y a la conférence de Google qui annonce ce dont on va vous parler maintenant. Donc vous allez pouvoir jouer à un jeu extrêmement amusant chez vous à la maison en écoutant l'émission, c'est à quel point est-ce que Patrick et ses amis se sont plantés dans leurs prévisions. Ça va être très drôle. Il faudrait qu'on lance ça, le bingo tech, tu sais, pour les keynotes. Ça les rendrait peut-être plus intéressantes maintenant que tout est déjà su à l'avance. Oui. C'est plus intéressant de savoir ce qu'on ne sait pas que ce qu'on sait. On va aussi vous parler de Amazon. On va vous parler de Elon Musk qui va nous emmener sur Mars. On va vous parler des vestes Levi's de Google, etc. Donc on a plein de sujets qu'on va aborder, mais commençons avec tout de même
l'hôte qui nous accueille et qui bien sûr pervertit nos cœurs et nos esprits puisque nous leur sommes désormais vendus, hein, c'est clair. Microsoft, dont nous n'allons dire que du bien toute la journée et tous les épisodes à venir. Cassim est bien au courant de ce type de pratique, oui, puisqu'il est journaliste. complètement... C'est mon boulot. Mais donc, bon, trêve de plaisanterie. Déjà, le Microsoft Experience, c'est un salon où Microsoft réunit des développeurs et présente en fait un petit peu ses nouveautés. Ça sert à quoi pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas trop ce genre de salon beaucoup plus professionnel, confidentiel? Christophe, ça sert à quoi un salon comme ça? Alors déjà, Microsoft Experience, c'est le nouveau nom des MS Tech Days qu'ils faisaient précédemment en fait. Et donc c'est sur 2 jours en fait. Il y a une journée business et une journée plus développeur. Et effectivement, ils présentent leurs nouvelles orientations, autant techniques que business, marketing. Ils amènent des partenaires avec eux, donc des partenaires soit du côté intégration, soit du côté business qui ont implémenté les solutions Microsoft. Voilà. C'est ça. Ils font en fait, c'est une sorte de vitrine de ce qu'ils présentent, enfin de ce qu'ils font aujourd'hui et de ce qu'ils prévoient pour l'avenir proche, quoi. C'est ça, tout à fait. Alors, ce qui est nouveau par rapport au Tech Days, c'est l'ampleur que ça prend. Et notamment, on le voit assez surpris de la salle dans la conférence plénière. Il y avait peut-être 9 000 personnes. Alors non, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure. 7 800 personnes, c'était le nombre de personnes qui ont assisté hier à la journée. Et le grand amphi fait 3 700 places à peu près. 3 700, c'était donc il faut que tu multiplies par encore plus pour savoir le nombre de auditeurs que tu as sur le rendez-vous tech. Ouais. Oui, c'est très impressionnant, ouais. Mais il y a du monde. Moi, je pensais que ça serait un truc, tu vois, un peu pro sympa. Juste quelques centaines de personnes en fait, il y a beaucoup de monde. C'est hyper, enfin, il y a une vraie foule, il y a plein de stands. Bon, il y a une vraie ouverture aussi vers d'autres marchés et d'autres entreprises, d'autres technologies. On voit des partenaires qui viennent dans l'open source aussi, qui viennent ici. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'assistance aussi. Bah alors justement, parlons un petit peu de ce dont ils ont parlé dans cette plénière. Moi, j'étais pas là pour la partie business d'hier. Je vous avoue que c'est pas forcément la chose qui m'intéresse le plus. Par contre, la partie développement technique d'aujourd'hui, il y avait des trucs hyper intéressants, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, si vous n'avez, qui ici a écouté l'émission le rendez-vous tech spécial sur l'intelligence artificielle? 1, 2, 3, 4, 5. Tout le monde ne l'a pas écouté. Bon, alors, vous allez me faire un grand plaisir. Vous allez le télécharger dans la semaine et vous l'écoutez parce qu'il est hyper intéressant. Et c'est marrant parce qu'ils ont résumé pas mal de choses dont on parlait dans cet épisode. Et du coup, ils ont mentionné l'importance de l'intelligence artificielle et les raisons pour lesquelles Microsoft s'y consacre avec autant de force. Ils ont mentionné les choses qui faisaient que l'intelligence artificielle connaît un tel essor aujourd'hui, l'émergence du cloud, l'amélioration des algorithmes qui ont été établis dans les années 90, et bien sûr, le truc dont on parle souvent, la disponibilité d'une masse de données absolument inimaginable il y a quelques années de ça, qui font que l'intelligence artificielle peut se développer de cette manière. Et un des trucs sur lesquels ils ont insisté, auxquels on pense pas toujours forcément quand on pense à l'intelligence artificielle, c'est le fait que l'intelligence artificielle va vraiment se retrouver dans tous les produits et dans tous les services. En tout cas, c'est leur intention chez eux à Microsoft d'avoir l'intelligence artificielle partout. Et on comprend que certains de leurs produits sont essentiels pour continuer à développer la chose. Comme par exemple Bing, le rachat de LinkedIn. Bon, ça c'est pas ce dont ils ont parlé, mais toutes ces choses-là, c'est des générateurs de données absolument essentiels pour la possibilité de continuer à développer l'intelligence artificielle. Donc il y a une cohérence dans dans ces démarches qui se ressent clairement. Là où, par exemple, un service dont on parlera peut-être un petit peu plus tard comme Groove Music est pas forcément aussi utilisable dans toutes ces autres ambitions qu'ils ont dans l'intelligence artificielle et dans ce type de service. Des démos qu'on a eu que nous ont fait Harry Shum, le type qui faisait l'essentiel de la conférence, c'est le vice-président intelligence artificielle et recherche et développement. Ils ont parlé de vision, de reconnaissance de langage et de langage naturel utilisé notamment pour la traduction. Il y avait cette démo, je sais pas, peut-être que l'un de vous deux veut nous en parler, mais il y avait cette démo de traduction en temps réel pour faire des sous-titres dans une présentation PowerPoint. Bon, c'est très orienté pro, machin. C'était hyper impressionnant, quoi. Bah,
quand il faisait la démonstration, il en parlait. Il parlait encore un petit peu comme un robot. Bah, après, on comprend que c'était aussi. Faut comprendre que c'est une démonstration très importante. Et il est devant 4000 personnes, donc il doit pas se planter, et il doit pas faire l'effet Bonaldi très très attendu en plus sur ce genre de technologie. On l'attend au tournant, l'erreur. Donc du coup, il parlait encore de façon assez posée, phrase après phrase. Il faisait une pause entre chaque phrase, etc. Mais la phrase, tout ce qu'il disait, effectivement, marchait très bien. Il l'a fait en français, traduit en anglais, il me semble. Ils ont fait chinois, traduit en français. Enfin, il y avait plusieurs langues comme ça traduites en temps réel, où faut bien comprendre que c'est vraiment un logiciel qui va interpréter ce qu'on va dire en texte, qui va le traduire, qui va pouvoir l'ajouter en sous-titre. Enfin, il y a plusieurs étapes qui sont chacune assez difficiles à faire. Et c'est plusieurs technologies comme ça mis bout à bout pour un usage qui finalement est assez, alors nous, qui va peut-être pas nous toucher grand public, mais qui est assez pratique, j'imagine. Enfin, c'est vrai qu'une présentation PowerPoint, d'avoir les sous-titres en professionnel, d'avoir les sous-titres directement. C'est surtout l'effort de traduction qui marchait hyper bien, parce qu'au début, il était très posé, machin. Au bout d'un moment, il s'est un petit peu lâché. Et moi, ce qui m'a le plus frappé et qui va peut-être parler aux auditeurs, c'est à quel point ça a bien fonctionné malgré son accent français, qui était quand même notable, quoi. Je vois des gens dans l'assistance qui acquiescent. Bon, c'était pas le plus horrible. Il avait quel accent français, d'où c'est un ch'ti? Non, c'était un accent français, a French accent, a classical French accent. It was like this. It wasn't a horrible accent like we can hear sometimes, but it was a clear accent. He wasn't speaking like a native speaker. Okay. Tu vois, il parlait pas comme un anglophone natif. I know. Pardon? I know. You know, d'accord, très bien. Alors, ce que j'ai noté qui était intéressant aussi, c'est donc indépendamment du fait que ça reconnaisse la voix, de son discours, c'est que ça s'adapte au contenu de la présentation. C'est-à-dire que la reconnaissance va prendre en compte des mots-clés qui seront dans la présentation pour orienter certains mots, par exemple, qui sont pas forcément facilement reconnaissables comme ça sur un discours pris indépendamment. Oui, du il y avait contexte. des termes techniques, notamment scientifiques, qu'il allait chercher dans le PowerPoint lui-même, pour pouvoir les reconnaître quand il les évoquait. Ouais, et un dernier truc qui m'a semblé un peu impressionnant, c'était surtout sur la traduction chinoise en français, c'est que le traducteur, le sous-titre allait retravailler des fois le début de la phrase, parce que j'imagine qu'en chinois, en fait, le sens de la phrase est peut-être inversé. Enfin, il y a des mots qui ajoutent en fin de phrase qui changent le sens du début de la phrase. Et du coup, il retravaillait la phrase en français à tout moment pour aller rajouter les éléments au bon endroit. Donc, c'était vraiment une sorte de construction de la phrase petit à petit. Alors, ces principes, c'est vrai qu'on en a déjà entendu parler et on a des traducteurs, enfin Google Traduction, Skype même, qui fait de la traduction en temps réel, etc. Donc, sur le principe, c'est pas forcément hyper nouveau, mais par contre, il faut avouer que même dans le cadre d'une présentation carrée sur scène avec 4000 personnes dans l'assistance, etc., ça marche de manière surprenante. Je crois qu'on est en train d'arriver à un niveau là vraiment où on peut se dire ça marche tout court. C'est plus ça marche ça marche mais quand on a ceci, ça marche dans telles conditions. Non, ça marche tout court. La reconnaissance en tout cas. Et c'est là, je pense, l'intelligence artificielle par rapport à la reconnaissance vocale et à la traduction peut amener beaucoup. C'est aussi dans l'adaptation que ça peut avoir. On peut imaginer que ça s'adapte personne par personne, le type de phrasé que tu as, et qui va de mieux en mieux traduire une fois, entre guillemets, qu'il aura un maître. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut faire des gros progrès par rapport à ce qui existait avant, qui était finalement des tableaux de données, quoi. Ouais, il apprend toujours, bien sûr, avec le machine learning et le deep learning. L'autre truc hyper impressionnant qu'ils ont présenté, c'était le Video Indexer, qui est un service où on upload une vidéo sur leur service et puis ils vont se servir d'intelligence artificielle à plein de niveaux différents pour indexer la vidéo. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance, c'est ça, la vidéo, c'est l'audio et l'image. Mais ils vont donc trouver des termes spécifiques. S'il y a une présentation, je sais pas, avec des chats, ils vont dire à tel moment de la vidéo, il y a des chats. S'ils parlent de poney, comme c'était le cas dans la vidéo en question, ils vont dire à tel moment, il parle de poney. Donc si on fait une recherche sur poney, il va pouvoir nous sortir Captain Web. Voilà, un petit peu. Tous les moments de la vidéo où il parle de ce sujet, de chat ou de Microsoft ou de l'iPhone 10, etc. Et donc,
ils pouvaient même faire un résumé de la vidéo. Si on veut un résumé de la vidéo avec tous les moments où il parle de l'iPhone 10, eh ben, il peut te ressortir. Tu lui mets juste la vidéo, tu cherches iPhone 10 et il te recrache le résumé. C'est une utilisation très intéressante de tout ça, quoi. Pardon, vas-y. En fait, Patrick, si Cassim est très poli, il lève la main quand il veut parler. Si, il a pas bien compris comment ça marche les podcasts, en fait. Hein. Si Patrick prend l'exemple de l'iPhone 10, en fait, c'est parce que juste avant l'émission, je lui disais que c'est typiquement moi, le vidéo indexeur, c'est vraiment le produit qui m'a le plus parlé peut-être pendant cette présentation en tant que journaliste, parce que j'avais envie souvent, ça m'arrive dans mon boulot de revoir une conférence, de revoir une présentation, typiquement la présentation de l'iPhone 10. Et de devoir rechercher un terme que le présentateur sur scène a utilisé, parce que je veux exactement savoir au mot près ce qu'il a dit sur scène quand il a parlé d'une technologie. Par exemple, pour l'iPhone 10, c'était pour les capteurs photos, de savoir exactement ce qu'il avait dit sur la taille des capteurs photos, etc. Et ça, tu dois le revoir après la conférence, et c'est long de devoir rechercher exactement le moment où il l'a dit. Et c'est ce genre d'outil, par contre, qui va le faire pour moi, en fait, qui va me faire gagner vachement beaucoup de temps, quoi. Mais même pour les producteurs de contenu, nous, vu qu'une vidéo actuellement n'est pas du tout indexée sur le web, il n'y a pas de SEO dans la vidéo, là, ça va permettre de faire un texte qui résume finalement toute la vidéo et de bien mieux la référencer automatiquement dans des moteurs de recherche. Et aussi, peut-être une chose, moi j'y pense vachement, c'est que cette intelligence de reconnaître la vidéo va faire de gros progrès, faire de gros progrès au smartphone en photo et en vidéo. Aujourd'hui, le fameux effet portrait, où plus ou moins avec des effets de 3D mapping, il essaye de reconnaître ce qui est un visage et ce qui est un fond. Quand il y aura l'intelligence artificielle dans les capteurs photos, il va déterminer ça c'est un humain, ça c'est un arbre, l'arbre est derrière, et donc pouvoir créer des zones de flou et des profondeurs de champ de manière bien plus intelligente qu'une simple reconnaissance optique. Donc même dans le monde de la photo, l'arrivée de l'intelligence artificielle comme ça en temps réel sur les images, ça peut être une très grosse révolution. Ouais, on voit vraiment que ça s'applique à énormément de choses, et on peut imaginer par exemple des applications Photoshop. On pense beaucoup aux professionnels là dans le cadre du travail de Microsoft, mais par exemple pour Photoshop ça peut être utile aussi, ce genre de capacité, et ils ont vraiment fait montre de cette volonté de mettre à disposition tous ces outils par des systèmes d'API, etc., pour que les développeurs puissent puissent développer des applications sur les bases de cette intelligence artificielle, et qu'ils soient bien sûr dans l'écosystème Microsoft. Et j'imagine qu'en plus Microsoft, c'est une sorte de cercle vertueux qui fait qu'ils ont encore plus de données qui peuvent améliorer leur système. Mais oui, c'est un truc qui développe pas uniquement en interne. Donc non, c'est pour leur service. Alors, je vais juste revenir sur ce que tu disais, Jérôme, sur l'indexation de contenu de vidéo. Effectivement, donc le service est vidéoindexeur.ai. On peut le tester dès aujourd'hui. Et à la fin de la session, moi, j'ai testé sur le dernier épisode de Geeking, en fait. Il suffit d'uploader une vidéo, il l'indexe. Ça va relativement vite. Et en fait, c'est effectivement le cas. On retrouve en fait l'ensemble des speakers. Donc, il va être capable de détecter dans la vidéo qui a parlé à quel moment. Donc t'as ensuite les visages des gens qui s'affichent. T'as les vignettes, donc tu peux cliquer dessus, voir les périodes du temps dans lesquelles ils ont parlé. Tu peux voir tous les titres effectivement de transcription du texte. Alors après voilà, tu peux le retravailler manuellement derrière. Et ce qui est intéressant effectivement, c'est que t'as aussi la reconnaissance de caractère sur les images fixes. Donc nous on a des titrages intégrés par exemple sur chacune des news, et du coup il nous a fait le chapitrage de la vidéo par rapport à ces titrages-là. Et pour nous, ça serait super utile parce qu'effectivement c'est du travail manuel qu'on fait aujourd'hui. Chapitrer une vidéo après, transcrire certaines données, dire qui est présent à tout ça. Là, ça le fait de manière presque automatique. Et bon, ce qui est vraiment à noter, c'est que l'application spécifique est intéressante, mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que ça se fait par un travail de machine learning, de deep learning et d'intelligence artificielle. Donc c'est une des applications de ce genre de choses. Ils ont aussi évoqué, on va conclure sur Microsoft, ils ont aussi évoqué leur quantum computing, leurs efforts en quantum computing, avec une chose intéressante qui est la disponibilité qui avait été annoncée à Ignite la semaine dernière d'un langage de programmation quantique c'est dans Visual Studio. Ouais, Visual Studio, la version complète de l'éditeur. C'est ça. Et donc, ils sont vraiment là aussi en train de se lancer dans une initiative tournée vers l'avenir. On imagine, par la volonté de Satya Nadella, qui est vraiment en train de transformer la société. Et on l'évoquait tout à l'heure, on pourrait parler plus de quantum computing, mais je voudrais parler de 2-3 autres petites choses. On évoquait la fin de Groove Music,
qui était donc le service de musique de Microsoft que, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous avaient déjà oublié. Qui s'en souvenait encore de Groove Music là parmi vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les gens de Lifetime, baissez la main, s'il vous plaît. Bon, il faut avouer que le grand public s'en souvenait pas forcément. Ils remplacent aussi Skype for Business par leur service, leur concurrent de Slack, donc Microsoft Teams. Ils ont bien raison. On a l'impression que Satya Nadella est un petit peu en train de délaguer les parties de la société qui sont pas enfin comment dire, qui sont des distractions. Est-ce que on peut dire ça comme ça, Cassim? Oui, bah c'est ça. En fait c'est des services qui en soi, bon, Groove Music peut, à mon avis, perdre de l'argent, mais ça peut être des services qui n'allaient pas dans le sens de la stratégie de Microsoft, qui répondaient pas à ce qu'ils veulent, en fait, à leur ce qu'ils but. veulent devenir, quoi. Ouais, et puis à ce qu'ils veulent, comment ils veulent impacter la société avec leurs produits. Bah, Groove Music, c'est à quel moment Groove Music va permettre à quelqu'un de terminer son projet ou d'améliorer son business ou etc. Bon, et puis il faut avouer que s'ils étaient dans le deuxième, bien sûr, dans l'industrie du streaming musical, ça serait peut-être différent. Oui, bien sûr. Mais disons que, enfin moi, comme je l'analyse, c'était vraiment la fin. Enfin, c'est un nouvel exemple de la stratégie de Satya Nadella de se retirer du marché grand public sur un certain nombre de marchés, de laisser les gens qui font ça très bien le faire, c'est-à-dire Spotify typiquement, parce qu'ils proposent aux abonnés de Groove Music, en fait, ils vont les faire passer sur Spotify. Et eux, en fait, ils disent bon bah nous on n'apporte rien au marché de la musique, le marché grand public nous intéresse quand même moins aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut faire, c'est s'adresser surtout aux entreprises. On est très bon avec les entreprises, on sait faire ça et ça et ça, on a le cloud, etc. Et donc Groove Music, pour moi c'était un des services qui était à l'image du précédent président qui était Steve Ballmer, qui lui par contre avait pas du tout cette vision-là, qui voulait être le nouveau Apple, puis le Apple de Monsieur Tout le Monde, casser, être un concurrent, avoir l'écosystème complet. T'avais ta Xbox, ton PC, ta Surface, ton Lumia, ton Groove Music, ton système de film. Et là, on n'est etc. plus du tout dans ce schéma. Voilà, là, on n'est plus du tout là. Ce qu'on a l'impression quand même dans la stratégie de Microsoft, je pense pas qu'il y ait un abandon du grand public, mais c'est vrai que cette obsession de l'écosystème, où il y avait un peu Ballmer qui disait il y a le voisin qui a fait ça, il faut absolument qu'on sorte ça pour notre écosystème. Maintenant, ça va être plus si on n'a pas créé l'écosystème, il faut qu'on aide les outils à ceux qui développent presque l'écosystème des écosystèmes. C'est-à-dire Microsoft doit être présent, mais pas forcément comme marque grand public affichée, mais à être présent dans l'écosystème, d'où leur ouverture vers d'autres OS et la stratégie actuelle. Et puis je pense qu'après, il y a surtout être recentré aussi sur leurs points forts pour éviter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie sur des choses morte-nées. Alors, on a également une nouvelle sur le business du jeu avec la Xbox et la promotion de Phil Spencer, qui fait désormais partie de la Senior Leadership Team. C'est une vingtaine de personnes qui sont directement en dessous de Satya Nadella. Donc, je voulais le mentionner parce que moi, je suis un joueur. Donc, je suis toujours content quand le jeu vidéo prend un petit peu plus de place chez Microsoft. On peut imaginer que de cette manière, il pourra parler au chef directement. Il n'aura pas besoin de faire des présentations au type qui va parler au chef. Espérons que ça veut dire que il est un petit peu mieux placé pour défendre tout ça. Non, parce que c'est rassurant pour les fans de la Xbox, parce que justement, la fin de Groove Music en fait a fait peur à pas mal de fans de Microsoft, parce que c'est quoi le prochain, quoi? C'est quoi le prochain? c'est ça. Voilà, qu'est-ce qui est? Moi, je fais partie du grand public, je suis consommateur de tel produit de Microsoft. Bon, on sent bien que Nadella, c'est pas le plus grand fan de tel ou tel produit. Bon, quel sera le prochain, quoi? Est-ce que acheter des films sur le Windows Store, par exemple, c'est rentable? Est-ce que demain, les films vont pas sauter, par exemple? La Xbox, ça pouvait faire peur à beaucoup de monde. Il a été longtemps question de revendre la division Xbox. Enfin, c'était une rumeur pendant longtemps. Là, pour moi, la promotion comme ça de Phil Spencer directement, c'est une reconnaissance que non, la division Xbox, elle est là pour rester. C'est un truc important. Ouais. Le gaming en général, oui. En plus, ils arrivent bien. Ils sont plutôt. Même s'ils se font tuer par PlayStation sur cette génération, ils sont deuxième. Ils sont quand même bien placés en 2-3 générations. Ils ont réussi à devenir un acteur important du marché. Donc,
Alors, dernière chose que je voulais évoquer, c'était le Windows Mixed Reality. On a donc c'est les casques de réalité virtuelle, les spécifications de casques de réalité virtuelle de Microsoft, donc construits par plein d'autres constructeurs, notamment Samsung qui a annoncé un casque de réalité virtuelle assez haut de gamme, autour de $500, dans cet écosystème. Vous avez eu l'occasion de les essayer. Ça vous a, c'est différent des autres. Ça vous a convaincu. Qu'est-ce que ça donne? Alors effectivement, sur le site ici à Microsoft Experience, il y a le casque Lenovo de Mixed Reality, donc on a pu le tester, on a testé hier, donc c'est une vraie expérience de VR, hein, pas cheap, hein, donc on a vraiment une vraie immersion, c'est stable. Oui, tu dis ça parce que les casques généralement sont beaucoup moins chers que ceux qu'on a connus l'année dernière. Voilà. Les Lenovo, Asus, etc. Ils sont autour entre 200 et $300 généralement. Oui, alors là ils étaient à 300, 400 si tu comptes aussi les contrôleurs avec, je crois. Bien sûr. Voilà, qui sont vraiment bien, hein, sont de bonne facture les contrôleurs, donc on a pu tester ça sur des expériences soit de vidéo immersive, soit de jeux. Il y avait Super Hot VR qu'on pouvait tester et franchement ça réagit très bien, hein, donc ça répond très bien à du VR. C'est pas une sous VR on peut dire. La seule différence qu'on peut noter par rapport à des casques haut de gamme comme le Oculus et le Vive, et encore, hein, Cassim, tu me diras, tu me dis que t'as pas trouvé la différence, mais la résolution est un poil moindre, mais c'est pas choquant. Et le champ de vision et enfin le FOV est un peu moindre, mais vraiment un pouillème, donc pas grand-chose. Samsung par contre lui se positionne vraiment une gamme au-dessus par rapport à cela un peu, mais plus proche de ce que fait l'Oculus. Et puis on voit qu'ils sont aussi assez engagés sur le truc avec l'acquisition de Altspace VR, qui est un truc de réunion qui existe déjà sur différentes plateformes. Enfin, il y a effectivement beaucoup d'efforts dans ce domaine, et on s'en souvient, la compatibilité avec les jeux Steam VR. Donc bon, peut-être que on s'approche petit à petit vers une démocratisation de la réalité virtuelle sous l'écosystème Windows, avec un besoin d'unification qui est quand même vraiment présent vu la position qu'ont pris les deux concurrents jusqu'ici. Et donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur Microsoft. C'était enfin, dans l'ensemble, j'ai trouvé l'événement assez sympathique, vraiment pour les pros, pour les gens enfin, c'est pas du tout un truc grand public, hein, on l'aura compris, mais c'est un bon moment, et je pense qu'il y avait plus de, comment dire, plus d'excitation avec ces histoires d'intelligence artificielle que j'aurais pensé. Donc voilà, bonne surprise pour moi en tout cas. Il faut noter, ils ont juste mis une AI Academy, hein, donc ils ont dédié carrément un pan de toute la session pour ça. Ouais, vraiment, ouais. Et c'est marrant parce que c'était pas vraiment un domaine sur lequel je voyais Microsoft. Donc opération communication réussie pour eux. Là, je comprends bien qu'ils sont clairement sur le coup. Bon, parlons un petit peu de leurs concurrents. Du coup, Google, avec d'une part le rachat d'une partie de HTC, qu'on va vous détailler à l'instant, et puis les leaks quasiment complets sur les deux téléphones qui vont présenter, enfin qui auront été présentés certainement au moment où vous entendrez cette émission. D'abord, ce fameux rachat d'une partie de HTC. Alors, on a eu des rumeurs pendant plusieurs semaines sur un rachat complet du constructeur de téléphones, notamment HTC, par Google, ce qui était un petit peu étrange parce qu'on se disait, mais ils ont déjà racheté Motorola, mais en même temps, Motorola, c'était plutôt pour les brevets, et puis ils ont revendu Motorola ensuite, donc pourquoi est-ce qu'ils iraient racheter un constructeur? Bon, finalement, c'est pas tout à fait le constructeur entier qu'ils rachètent. C'est en gros la partie conception de téléphones mobiles. Donc 2000 personnes qui travaillaient chez HTC font désormais partie de Google, et ce sont les personnes qui concevaient les téléphones mobiles de HTC. Cassim me dit non, t'es en train de dire une bêtise. Oui, non, mais c'est une partie des. Enfin, c'est HTC va continuer à faire des smartphones, et ils ont encore leurs ingénieurs pour. En fait, c'est l'équipe qui travaillait déjà avec Google depuis plusieurs années, qui appartenait à HTC. C'était une équipe d'ingénieurs qui faisait la conception des pixels. C'est l'équipe des pixels. C'est ça. C'est l'équipe de conception des pixels qui était côté HTC en fait, et ils ont dit bon, vous travaillez tellement bien pour nous qu'on va directement vous employer chez Google. Et en fait, c'est un rachat de groupe. Ouais, c'est un débauchage de masse. C'est ça. C'est ça. C'est un débauchage de masse et autorisé à $1 milliard environ. Ouais. Oui. Ça fait. Bon, en fait, pourquoi est-ce que Google a sorti le portefeuille avec $1 milliard à ton avis, Jérôme? Bah déjà ils peuvent. Non, alors justement, je pense que c'est une stratégie long-termiste. Là, Google monte par rapport à Motorola, on peut analyser effectivement que
Là, Google veut vraiment le Pixel. Après, est-ce qu'il s'appellera toujours le Pixel? J'en sais rien. Mais je crois que Google en a marre de la situation d'Android et veut vraiment faire ce rapprochement hardware software. Je crois qu'il y a plus de preuves à faire. C'est en conjuguant les deux qu'on fait vraiment évoluer tout ce qui est mobilité et que ils voient bien qu'ils y arriveront plus avec cet Android trop ouvert où chacun fait sa sauce. Donc ils vont pas abandonner Android pour autant, et les Pixels ne seront pas le maître étalon comme ont été les Nexus, mais presque une branche à part. Ça sera les Google Phone, et ils vont développer leur propre truc dessus qu'on retrouvera peut-être pas sur Android justement. Moi, c'est comme ça que j'aime. Ah oui, tu penses qu'il y aura des fonctionnalités spécifiques au téléphone de Google qui ne se retrouvent de la même manière qu'on a des éléments d'interface chez Samsung. Exactement. Bah, j'en veux pour preuve. Moi, c'est un petit peu ma petite spécialité, c'est les caméras sur smartphone et ils le savent très bien, et ça, il y a beaucoup d'articles là-dessus, que ce qui retient en arrière les capacités des caméras sur les Android, c'est Android lui-même, c'est-à-dire l'obligation justement de normaliser les choses au niveau de l'usage et du traitement électronique de l'image. C'est pour ça que Samsung développe le sien depuis bien longtemps et ne travaille plus avec les standards Android. Donc c'est des choses, maintenant ça va être des micro-progrès sur les mobiles, et il faut maîtriser à fond son software et son hardware. Et c'est pour ça qu'ils ont embauché autant de personnes, pour avoir la conjugaison des deux. Ouais, moi je suis convaincu effectivement qu'ils veulent se mettre sérieusement à développer du logiciel. Il y a aussi un accord de brevet, mais à la limite, ça c'est presque accessoire. Par contre, je suis pas convaincu qu'ils vont développer des trucs sur leur téléphone à eux qui seront pas disponibles pour l'écosystème. C'est déjà Android. le cas sur les pixels. Il y a les premières générations de pixels. Le Pixel Launcher, par exemple, était n'est dispo que sur les pixels. Donc il y a déjà une partie de ça qui est déjà implémentée aujourd'hui. En fait, les téléphones de Google n'utilisent plus la version pure d'Android comme il fut un temps. C'est une version Google d'Android et on a vu même, pour aller dans le sens de Jérôme, que pour la première génération de Pixel, les écrans n'étaient pas compatibles HDR naturellement en matériel, et ils ont déployé une mise à jour logicielle là il y a quelques temps qui rendait l'écran compatible HDR. Et c'était une mise à jour logicielle, et c'est Google qui l'a développé spécifiquement du coup pour son matériel. Donc c'est bien ce que je disais. Jérôme a parfaitement raison. Et il a une analyse fine du marché. Tout à fait. Et du coup pour aller encore plus dans le sens de Jérôme, c'est oui, enfin pas trop quand même. Ouais, non. Après j'ai les chevilles qui enflent et tout. C'est la différence avec le rachat de Motorola il y a quelques années. Enfin clairement ils ont plus la même stratégie à l'époque. Je pense qu'il faut pas comparer les deux. Je pense que le rachat de Motorola à l'époque c'était pour protéger Android en termes de brevets, effectivement. Je pense qu'ils regrettent d'avoir peut-être revendu, après coup maintenant, ils regrettent peut-être d'avoir revendu la division mobile, maintenant qu'ils veulent concevoir eux-mêmes leurs produits. Et je pense que oui, ils veulent vraiment se mettre à concevoir leur branche hardware. Et on voit aussi que par exemple en interne, ils veulent développer leur propre puce, comme Apple fait ses A11, A12, machin. Google, c'est Bionic. Google aussi veut des processeurs Bionic. Ils sont tristes avec leur Snapdragon là. Quand c'était à 8, à 9, c'était pas trop intéressant, mais depuis qu'ils sont passés à 10 Fusion, à 11 Bionic, et on en veut aussi effectivement. Non mais je comprends. Et c'est clairement un avantage important. Ceci dit, on plaisante, mais effectivement les performances des processeurs d'Apple, en particulier le tout dernier, le A11 Bionic là, c'est l'une des premières fois qu'on voit vraiment un processeur qui a des performances carrément au-dessus de la mêlée de tous les autres. Donc peut-être que ça peut jouer aussi chez Google. Mais bon, on n'y est pas encore pour le moment, c'est la conception des téléphones eux-mêmes. Et justement, on y vient. D'ici quelques heures, au moment où on enregistre cette émission, Google va présenter ces deux nouveaux téléphones, donc le Pixel 2 et le Pixel 2 XL. Ils auront en plus, a priori, des Google Home Mini et Google Home Max, donc les enceintes intelligentes. Il y aura aussi un nouveau casque de réalité virtuelle Daydream VR, et peut-être même un Pixelbook 2 en 1, un laptop Pixelbook. J'ai même entendu une vague rumeur de Pixel Ultra comme téléphone, mais enfin ça semble d'être un petit peu fumeux. Mais du coup, alors, ces deux téléphones, toi je sais que tu as les yeux qui brillent, Christophe, oui. quand on parle de Pixel 2. D'une part,
qu'est-ce qui sera intéressant et d'autre part, est-ce qu'ils seront présents en France ou est-ce qu'on... Alors, présent en France, je sais pas, on sait pas encore. Il y a de fortes chances puisqu'ils ont raté le coche avec le Pixel 1 pour a priori le fait que Google Assistant n'était pas en français à l'époque. Donc là, je pense qu'ils vont le sortir. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, c'est le cas, donc il est disponible. Hein. Donc ils vont, j'espère, les annoncer en France. Oui, alors j'ai les yeux qui brillent parce que alors moi, je suis plus dans Android dernièrement et plus sur la branche native pure d'Android, donc les Nexus et le Pixel 1, j'ai fait l'impasse, mais le Pixel 2, effectivement, je l'attends, notamment le XL. Alors, ce qui est intéressant sur ces deux téléphones, c'est leur design, l'intégration effectivement avec les services Google, et surtout le fait qu'ils ont été travaillés les deux. Donc, le Pixel 2, le plus petit des deux, en fait, c'est travaillé avec HTC. C'est l'équivalent du U11, le dernier qu'ils ont sorti. Et le Pixel 2 XL, ça va être l'équivalent du LG G6, donc développé par LG, pour un plus grand téléphone. Et on a vu qu'il y avait des haut-parleurs stéréo, etc., un écran top, quasiment borderless, pardon. Et ils ont eu l'audace de supprimer le port jack 3.5. Ils sont courageux, ça y est. Ils sont courageux, ça y est. sur le XL, hein. Les deux. Sur les deux. Ouais, là, ouais. Ils ont eu beaucoup de courage d'un coup. Et... D'accord. Alors, c'est toujours la question qu'on se pose avec les téléphones Android. Qu'est-ce qui les différencie des hauts de gamme, justement, LG, Samsung, etc. Est-ce qu'ils ont des trucs spécifiques au-delà du fait qu'ils sont faits par Google? L'expérience, moi, ce qui me plaît en fait par rapport effectivement au Samsung, je suis passé par des Samsung avant, c'est effectivement l'expérience unifiée globale Google qui est quand même, on sent vraiment l'unification de l'écosystème complet, c'est propre de bout en bout. Il n'y a pas de surcouche logiciel tiers, etc. Même si après on peut se dire qu'effectivement il y a de l'Android pur sans Google, de l'Android avec Google. Bon, il y a ces deux distinctions, mais franchement, c'est téléphones qui sont bien faits, c'est propre au niveau du logiciel. Et les photos, en fait, sur le Pixel 1, ils ont montré ils savaient faire de la photo maintenant sur Android, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, sauf avec du Samsung, par exemple. Ouais. Mais là, je me retourne vers Jérôme. Dès qu'on parle de photos, tu confirmes que les photos du Pixel sont... Ah oui, le Pixel 1, les retours. Ouais, les photos. C'est d'ailleurs ce qui me surprend dans ce qui a leaké sur le Pixel 2. Ne pas avoir mis un deuxième objectif capteur, c'est aller un peu pas trop dans le sens du marché, ça risque d'être un caillou dans la chaussure là du Pixel 2. Non pas qu'un deuxième objectif soit indispensable, hein, ça sert surtout pour les portraits ou ce genre de choses, mais pour le grand public, on dirait il a un truc de moins que les autres haut de gamme. Donc s'ils ont la même stratégie Pixel, c'est-à-dire haut de gamme, un prix, on va dire maintenant les prix au-dessus de 1 000 €, en tout cas pour la version XL, ils risquent de se faire un peu ramasser s'ils ont omis le deuxième objectif, je pense. D'accord. Je rajouterais, juste sur la différence avec le marché, je rajouterais tu l'as un peu sous-entendu en fait, mais c'est les performances en fait. Enfin, on est habitué, sur Android, si tu achètes un téléphone de certains fabricants, notamment Samsung, bon là apparemment avec le Note 8 peut-être ils se sont enfin corrigés, mais les performances c'est rapide. Sortir les doigts, ils sont enfin sortis les doigts. C'est performant la première semaine, c'est performant à peu près le premier mois, puis arrivé au troisième mois, ça commence un peu à ralentir, tu commences à avoir des lags, etc. Les retours, donc on n'a pas eu les pixels en France, mais les retours des journalistes américains, c'est que le Pixel 1, un an après, c'est toujours un des meilleurs smartphones sous Android, parce que les performances descendent pas dans le temps, parce que logiciel Google, quoi. Et c'est vrai que ça a toujours été un argument des iPhones par rapport aux Android, c'est la stabilité, la constance du produit, que un Android, si tu touches à rien, ça bouge pas, mais dès que tu l'utilises un peu, ça a tendance à se détériorer. Ouais. Des remarques supplémentaires sur les Google Home Mini et Max. Mini, une sorte de galet, Max, on sait pas trop. Ce genre de choses ou d'autres. Non, c'est intéressant de ou le Daydream VR ou le Pixelbook, ce genre de trucs. Daydream VR, ça fait plusieurs fois qu'ils font du Daydream et ça prend pas tant que ça. Voilà. Non, mais le Google Home Mini, c'est intéressant parce qu'ils viennent concurrencer directement Alexa avec les petits échos, les Echo Dot, etc. Jusqu'à présent, ils se contentaient du grand, donc le Max. Mais en fait, on voit que les usages, c'est pas que ça. On peut avoir besoin aussi d'une gamme de prix plus petite et de pouvoir en mettre plusieurs partout dans toutes les pièces. Et on va pas forcément acheter un gros Google Home partout. Alors ça, c'est un peu oui, pardon. Ouais, non, moi je pensais qu'il y allait avoir une Chromecast Google Home, tu vois. Ça aurait été un produit. La Shield. Hein? Ouais, oui, c'est vrai, Shield. Ouais. La Shield. J'ai rien dit.
La Shield. Alors, un autre truc où je pensais qu'ils allaient intégrer du Google Home, c'était plutôt le Google Wi-Fi, leur modem, le modem aussi. Wi-Fi que tu en places plusieurs chez toi. Je trouvais ça idéal, c'est justement, tu en veux un dans chaque pièce, bah hop, t'as aussi ton Google Home dans chaque pièce. Bon bah je pense qu'on va proposer à leur directeur produit de vous appeler parce que vous avez des idées. Préparez le chéquier, hein. Des idées comme ça vaut de l'or. Hein. Bon, la dernière chose, juste rapidement pour le mentionner, c'est les casques audio. Il y a une gamme de casques audio Google Assistant qui va débarquer, et notamment des écouteurs faits par Google. Alors des écouteurs peut-être sans fil qui se rechargeraient, alors peut-être pas dans une boîte, mais un cercle. Voilà. Mais bon, ça sent beaucoup les AirPods quand même. Ils suppriment le port jack, donc faut bien proposer une solution. Forcément, voilà. C'est marrant, ça va être intéressant de lire les réactions des gens avec la suppression du port jack. Je pense que les réactions seront comme avec les iPhones, ça sera mais vous nous emmerdez. Enfin, les gens, certaines personnes, vous emmerdez à laissez-nous notre port jack. Enfin, au moins sur Android, tu peux choisir un autre téléphone. Je signale juste qu'il y a un jeune homme qui vient de rentrer dans la salle avec un t-shirt Amiga. Et que ça, magnifique. Franchement, là, on a du old school de qualité, quoi. Bravo. Ce jeune homme, c'est David Catu. Ah, mais, alors, en plus, on est, tu vois, je savais même pas, et du coup, je fais des compliments à Microsoft. Et donc, on continue avec ces histoires de Google Home et d'assistants intelligents du côté de chez Amazon. Et je sais pas si on va passer trop de temps parce qu'ils ont annoncé, mais je sais pas, 18 nouveaux produits qui incluent Alexa. Comme on l'a toujours pas en France, c'est pas hyper intéressant pour nous. Je vais quand même évoquer une rumeur un petit peu folle, mais qui est intéressante à discuter. C'est cette rumeur selon laquelle Amazon pourrait être intéressé par le rachat de Carrefour. Et alors, remettons les choses dans le contexte, la rumeur sort un petit peu de nulle part. Il se trouve que Amazon a racheté Whole Foods, un distributeur aux États-Unis, et que Carrefour, en raison des résultats financiers divers, est à un prix absolument incroyable, une affaire invraisemblable, une bouchée de pain. C'est les soldes, quoi, en fait. C'est ça. Et il veut faire un one-click Carrefour. Tout doit partir. C'est ça. Donc c'est un petit peu, c'est 13 ou 14 milliards, je crois, quelque chose comme ça, pour un pain au chocolat. Bah, on se rend pas compte, c'est une chocolatine. J'adore la réaction. Vous êtes à fond, les gars. Non, mais moi, je suis team pain au chocolat, quand même. Chocolatine. En fait, on s'est découpé comme ça sur les tables, on est. Moi, je dis chocolatine au chocolat, maintenant, ça passe, quoi. Et donc, Carrefour, on s'en rend pas forcément compte si on ne connaît que la France, mais c'est énorme. C'est un réseau de distribution en Europe, en Asie, enfin, c'est incroyable. Afrique aussi, ouais. Du coup, Amazon rachète Carrefour, crédible, pas crédible? Alors la rumeur en elle-même, elle semble pas crédible parce que la rumeur vient un peu de nulle part, etc. Mais enfin, ce serait ça serait dans le cadre de leur stratégie cohérente. Voilà, c'est ça. Et puis ce serait intéressant à suivre comme évolution de marché. Moi, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un pied-à-terre, en tout cas un ancrage Europe-Asie, et Carrefour a quand même un profil très intéressant, effectivement, développement sur beaucoup de marchés mondiaux. Ils sont un peu partout, hein, Carrefour. Une marque quand même qui a une bonne reconnaissance. L'idée, c'est pas de faire tomber la marque Carrefour et de mettre Amazon à la place, hein, comme Whole Foods va rester Whole Foods, mais ça serait tout à fait dans le sens de la stratégie Amazon. Et le dernier truc qui va dans ce sens-là, c'est que quand même Amazon, ils aiment bien dépenser leur argent plutôt que de le redistribuer aux actionnaires. Et en ce moment, ils ramassent pas mal de caillasses. Et un gros investissement comme ça serait très cohérent. Et en plus, c'est de l'argent qui serait dépensé en Europe. Plutôt que de le ramener aux États-Unis avec les taxes qui vont avec. Encore que, il semblerait que le président Trump veuille permettre le fait de ramener cet argent avec des taxes moins élevées. Oui, mais il semblerait aussi que la Commission européenne est en train de préparer une note très salée de redressement fiscal pour Amazon, et ça pourrait peut-être
graisser un peu le. Ouais, Oui, pense. ça je sais pas exactement. Enfin, Ça disons que ça conserve serait pas plus mal facile à d'emplois à taxer, certains mais endroits. Enfin, voilà. peut il y a peser peut-être dans j'ai la pas des l'impression que transactions. Carrefour soit très en difficulté non plus à ce niveau-là. Mais enfin, je sais Non, pas, je suis pas un non, expert mais dans le par domaine contre- de la distribution. Non, mais par contre, pour l'Europe, de maintenir des gros emplois. Enfin, tu vois. Oui, ouais. ça devient un gros employeur européen tout à coup, Exactement. et du coup, ils payent encore plus de taxes et d'impôts parce que, enfin, sur ces trucs-là, bah, c'est physique, donc on paye des taxes et des impôts, ça pourrait. Mais à mon avis, c'est plus la question de la stratégie. Est-ce qu'ils veulent avoir une présence physique en Europe aussi, et pourquoi? Pour les entrepôts, pour la logistique, pour mine de rien le fait que la vente physique continue à être importante. Oui, elle est moins importante qu'avant, mais elle va pas disparaître pour autant, etc., etc. Et on pourra reparler des questions de taxes européennes un petit peu plus tard. Ça se range dans les rangs au niveau des pays européens pour ça. Même, juste, je rajoute un petit truc. La vente physique, non seulement elle va pas disparaître, mais aujourd'hui, dans toutes les stratégies retail, c'est presque l'avenir du e-commerce, c'est le retour. Enfin, le physique ne sera pas forcément l'endroit où on achète, mais des gens comme Amazon, aujourd'hui, ils ont besoin de showroomer sur certains produits, et ils ont besoin, effectivement, comme ça, d'une présence physique, quoi. Le phygital, c'est le mot à la mode dans tout ce qui est retail. Oui, c'est le mélange entre le C'était physique hier, et le les digital. mots-clés marketing. Et on sent qu'il est. Ouais. Et aujourd'hui, les grandes, ce qui était autrefois les pure players, changent complètement leur fusil d'épaule, et tout le monde donc veut. Digital, pure player. Attends, Pure player, vous savez quand même ce que c'est un pure player. Il a pas encore dit disrupté, là. Ubérisation aussi. Voilà, l'ubérisation, je l'ai oublié. Donc l'ubérisation de Carrefour est en marche. C'est intéressant la question de Carrefour aussi, parce que avec Whole Foods, ils ont baissé les prix de certains produits. Il faudra voir s'ils essayent de s'acheter une image quelque part et de disrupter la grande distribution, parce que c'est vrai que la grande distribution, c'est quand même un domaine qui est, on va pas dire sage, mais enfin relativement établi, et là ça pourrait chambouler les choses, quoi. Et c'était juste pour mentionner que ce serait quand même un symbole, un nouveau symbole du web. Enfin, après Apple qui dépasse ExxonMobil en bourse, Amazon qui était juste un site web il y a ne serait-ce que 17 ans, qui rachèterait Carrefour. Voilà, c'est un nouveau symbole. Les caroufs de notre enfance vont disparaître, là où on allait voler des bonbons. Voilà. Oui, puis ça inverse la tendance, parce que Carrefour avait racheté Rue du Commerce, qu'ils ont réintégré, et là en fait c'est l'inverse qui va se passer. C'est Amazon qui rachèterait. Les rapports de poids, c'est devenu. Tu connais bien ça, les rapports de poids. Oh, celle-là, elle était un peu facile, hein, Patrick. En tout cas, ça ne reste qu'une rumeur. Reprécisons-le. C'est une rumeur intéressante, mais une rumeur tout de même. Bon, rien d'autre à dire sur les millions d'Amazon Echo qui ont été annoncés lors de leur toute petite conférence. 5000 personnes travaillent sur Alexa et Echo. Ils en avaient que 1000 en 2016, donc ils y vont vraiment à fond. Il y a un nouvel Amazon Echo, un Echo Connect. Il y a des nouveaux Fire TV, une tablette Fire HD 10. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont baissé le prix de leur film 4K. Suite à l'annonce d'Apple, donc ça c'était bon pour la concurrence. Il y a un Echo Plus, enfin, je sais pas. Quand l'Echo en France, quoi? Parce que ça, c'est. Voilà, c'est la question, ouais. Ouais, et alors pas avant l'année prochaine a priori. Et c'était aussi le fait de mentionner que quand même, enfin, on parle d'Amazon quand même. Enfin, je sais que c'est bizarre faut le rappeler quoi, que c'est juste un vendeur à la base, c'est un e-commerçant quoi. Et c'est un vendeur de livres même. Ouais, à la base. et voilà. Tout à la base. Ils sont devant. Enfin, ils ont pris ce marché-là devant Microsoft, devant Apple, devant Google, et ils sont encore leaders. Enfin, Alexa, ça a un poids énorme dans le monde. Bon, on l'a pas en France du coup, mais c'est un poids énorme. Et donc là, c'est très impressionnant de voir qu'ils passent de 1000 comme ça à 5000 employés. Et enfin, moi je le vois un peu comme un Spotify qui arrive encore à vivre alors que t'as un Apple Music à côté ou un Google Music de l'autre côté. C'est un peu un pure player effectivement, comme disait Jérôme en parlait tout à l'heure. Et voilà, ils sont Amazon a presque figure d'indépendant par rapport aux autres géants en termes d'écosystème. Ils ont pas leur propre, je sais pas, t'as pas ton ordi Amazon, Non, mais t'as beaucoup de services chez eux. Faut pas oublier qu'Amazon, c'est Amazon Web Services. Ils sont quand même numéro 1 dans l'utilisation, en tout cas dans les usages au niveau du cloud. Oui, donc,
Toi, en tant que ils grand sont public, partis t'es de pas maintenant, abonné. mais- Non, mais Amazon Echo est basé là-dessus, c'est-à-dire que Oui, c'est oui, des bien API sûr, qui oui. fournissent de leur côté, donc Amazon Lex, je crois que ça s'appelle, qui fait le speech recognition. Oui, donc bien c'est sûr. vraiment. Mais moi j'irai plus loin que ça. Moi, je rapproche ça de la soupe que nous a servi Microsoft pendant la conférence. C'est l'intelligence artificielle. C'est que pour eux, comme on en parle souvent, il y a des moments où les écosystèmes s'établissent, et puis il y a 1, 2, 3 gros acteurs qui prennent la place. Et ils sont établis jusqu'à ce qu'il y ait un autre changement de paradigme. Et il y a de fortes chances que l'intelligence artificielle et les assistants personnels soient ce prochain changement de paradigme. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser un ordinateur pour toutes les tâches, enfin, ces assistants personnels pourraient, pour certaines tâches qu'on effectue aujourd'hui avec un ordinateur, eh ben, nous aider à les effectuer. De la recherche, des petites choses simples avec l'automatisation que fait très bien Alexa, ce genre de choses. Donc Amazon, à mon sens, la raison pour laquelle ils s'investissent tellement là-dedans, c'est qu'ils se disent, il y a peut-être une chance que ça devienne le prochain système d'exploitation en quelque sorte, après l'ordinateur et le mobile. Et il faut pas oublier une des obsessions d'Amazon, c'est effectivement au niveau de ses performances en tant que e-commerçant. Et le gros challenge d'Amazon actuellement, c'est les stocks prédictifs. Et avec les données d'écho, les données anonymisées, tout ça, ils vont pouvoir affiner par l'intelligence artificielle et l'analyse de ces données-là les stocks prédictifs. Et les stocks prédictifs, c'est un Eldorado là aussi dans le retail, parce que ça va permettre d'optimiser, mais d'une manière au chouille près. On saura à peu près ce que consomment les gens dans telle région, etc. Et de construire les bons stocks et de plus avoir ce surcoût qu'on a toujours en retail de la gestion des stocks en fait. Donc ça, c'est un gros enjeu, ouais. Bon, encore une manière enfin, une raison de plus de faire un rachat d'un grand distributeur, peut-être. Bon, bah écoutez, on va continuer avec les news et les rumeurs après ces 3 gros sujets qu'on a évoqués assez longuement. Mais avant ça, bien sûr, je vais passer par le moment préféré de tous ceux qui sont là dans l'assistance. C'est le moment où je vais vous parler de Patreon. Bien sûr, on peut avoir un petit ouais. Ok, merci, très bien. On sentait l'authentique engouement. Bien sûr, vous le savez, si cette émission existe, c'est uniquement grâce à vous. Vous tous, ok. Là, ils sont en train de réaliser qu'ils vont être facturés en sortant de la pièce. Donc, eh ben oui, les auditeurs qui apprécient le rendez-vous tech, qui passent un bon moment, qui sont informés, eh ben ils peuvent choisir d'aller sur patreon.com/rdvtech et dire bah je vais lui filer $1, le prix d'un café, le prix d'une bière, ce que c'est pour chaque épisode. Et la manière dont ça fonctionne, c'est très simple. À chaque fois que je publie un épisode, il est comptabilisé. Et puis au bout du mois, les gens qui ont choisi de le faire sont facturés et ils sont débités pour le mois, pour le nombre d'épisodes qui a été publié. Et quand ils choisissent de réduire leur abonnement ou supprimer leur abonnement tout court, bah, ils peuvent le faire très rapidement, très facilement. Et c'est grâce à ces gens-là qui ont le courage, oui messieurs, dames, le courage de s'engager. Patrick, vendeur de tapis. Vendeur de podcast, de s'engager sur Patreon, que cette émission existe et que j'ai le plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui. Donc je remercie très très chaleureusement bien sûr tous les auditeurs, mais en particulier ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Et je voudrais mentionner nommément aujourd'hui Tanguy Baudrin, Bertrand Joly, Nicolas Dehu, Samu Archer, Fremen 09, Cyril B, PLMT et Hervé Russac. Est-ce qu'il y a des patriotes dans l'assistance? Ah oui, quand même, quelques-uns, oui. Bah, merci à vous tous également. Tous les autres, vous pouvez sortir. Très chaleureusement. non, mais attends, non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que les autres, ils deviendront peut-être patriotes un jour, tu vois. Mais bon, que vous le soyez ou non, bien sûr, je suis hyper heureux de pouvoir avoir cette émission et de pouvoir réunir cette communauté et de pouvoir avoir notamment l'occasion d'être ici avec vous en live, ça fait hyper plaisir. On va continuer avec les sujets un petit peu plus rapides, les news et les rumeurs, et quand même des sujets importants, comme par exemple le fait que Elon Musk va nous envoyer sur Mars. Alors nous, peut-être pas nous,
Mais on parle souvent lui, de cette surtout. question. Lui, je sais pas s'il va y aller. Hein, Il avait envie, hein. Il a déjà Si. évoqué le fait que Si. c'était son but dans la vie. Ultime. Il aimerait y aller, ouais, c'est ça. Y aller. Il a pas dit revenir, mais il aimerait y aller au moins avant de Il va mourir. se barrer avant Alors- que ça tout Ouais, c'est ça. Là, il voit Kim, bon bref, voilà. Donc il a fait une petite présentation il y a une semaine, assez impressionnante. Et moi, je l'ai regardé. J'y suis allé à moitié à reculons. Je sais plus qui me l'avait envoyé. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de la personne, mais j'y suis allé un petit peu à reculons et je dois avouer que j'ai été absolument fasciné. J'en suis ressorti complètement Enthousiaste pour emballé, l'avenir. enthousiasmé pour toutes ces choses-là. Alors, je résume très rapidement. Il parle de la manière dont ils vont... aujourd'hui, ils ont déjà différentes fusées qui font des allers-retours en dehors de l'atmosphère pour déployer des satellites et amener des choses à la Station spatiale internationale. Et ils en sont à 16 aller-retour. Donc le lanceur se repose sur Terre avec ces images impressionnantes qu'on a vues déjà. Ils en ont fait 16 à la suite sans accident. Et il se dit, on en a fait 16 à la suite sans accident. Si on a une nouvelle fusée beaucoup plus grosse qui projette une navette, et dans cette fusée, on double tout. Donc on a 2 fois les moteurs, 2 fois le carburant, 2 fois tout. On double tout et on a ce truc qui peut aller dans l'espace ensuite, qui est une sorte de navette, qui a plus d'espace qu'un A380 à l'intérieur. Eh ben, aujourd'hui, les prévisions pour l'arrivée sur Mars, c'est genre 2030-2035. Lui, il dit, on peut raisonnablement se dire que la première mission sur Mars, ça sera pour 2022, et la première mission habitée sur Mars, 2024. Et là, tu te dis... ça serait n'importe qui d'autre que Elon Musk qui dirait ça. On se dirait, mais le type, bon, c'est bon, on le remet à l'asile, il est un petit peu excité, ça va bien se passer, il va se calmer. Mais bon, Elon Musk, il parle, forcément, on écoute. Ça vous fait quoi, ça ? Est-ce que vous pensez que, vraiment, une mission pour du matériel en 2022, bon, ça, pourquoi pas à la limite, mais... mission habitée 2024, même si ça prend du retard, c'est demain, quoi. Bah, ça fait rêver. C'est surtout que ce qu'il a présenté, en fait, c'est une remise à jour de la présentation qu'il a faite l'année précédente, en fait, toujours sur SpaceX et les grands plans qu'il a sur l'évolution, en fait, de sa stratégie pour SpaceX. Et effectivement, on voit qu'il a suivi, grosso modo, le plan et les dates qu'il avait déjà annoncées. Donc, c'est vraiment, on peut avoir confiance dans ce qu'il va annoncer pour la suite. C'est vrai que ça fait rêver, hein, pour revenir sur ce que tu disais, ça fait rêver ces présentations-là. C'est très bien fait, c'est super bien léché. Tu penses qu'effectivement, il va chercher aussi des investisseurs derrière, c'est de la communication aussi, mais pas que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de la réalisation qu'ils font. Ravitailler en plein vol, effectivement en orbite pour envoyer sur Mars. Enfin, tout ça, ça fait sens, hein, même si c'est pas français, mais. Mais il disait un truc qui était hyper intéressant. Il disait jusqu'à maintenant, il donnait l'exemple des avions. Il disait, vous savez, si avec les avions, la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'on décollait. Et puis, une fois arrivé à destination, on parachute tout le monde, et puis l'avion, on l'écrase dans l'océan. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec nos fusées. C'est exactement ça. Donc, ça n'a aucun sens. Et le fait de pouvoir réutiliser les lanceurs, ça débloque complètement l'exploration. Ça réduit les coûts, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Ouais, et donc, ça permet l'exploration spatiale. Et bon, il a parlé de beaucoup de choses. On est dans la partie news et rumeurs, mais il parlait aussi du fait d'utiliser ce système de transport pour voyager sur Terre également. C'est la partie la plus intéressante pour moi, presque par rapport à Mars. C'est que, en fait, je trouve que donc cette partie-là, en fait, désolé, je t'ai coupé. Du coup, c'est effectivement de voyager partout sur Terre, en passant par en dehors de l'atmosphère, du coup, qui permettrait de relier n'importe quel point sur Terre en moins d'une heure, si t'as les bonnes stations, etc. À quel coût on verra, et surtout, c'est relier n'importe quel coin sur Terre en moins d'une heure, et ça, ce serait un nouveau palier après l'avion en termes de vitesse de transport, qui serait parfait à l'ère où tout est instantané par Internet. Et surtout, moi, ce que j'y vois, c'est une manière de financer justement le voyage sur Mars. En fait, si à moyen long terme, il arrive à créer en fait une agence, une agence de voyage. Non, mais c'est ça. C'est à long terme, bien sûr, pour pour que ça soit accessible par. Oui, on sait pas, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus. Voilà. On sait pas combien ça coûterait, combien de. Voilà. Mais moi, j'y vois comme une manière, à un moment où il arrivera peut-être à le faire, au moins peut-être sur quelques trajets, 3 destinations dans le monde. De rentabiliser, de amener une nouvelle source de revenus à SpaceX autrement que le lancement de satellites, quoi.
On a aussi un truc du coup intéressant sur moi, ce qui m'a frappé, c'était la partie une entreprise privée réussit à faire ça. Parce que moi, je partais du principe que ce genre d'entreprise au sens d'entreprise humaine, quoi. C'était pour l'humanité. C'était possible que ce genre de projet, c'était possible que avec les ressources de gouvernement et de gouvernements qui se mettent ensemble. Oui. Et là, il est en train de donner raison. Ça me fait mal de le dire, mais de donner raison aux Américains qui disaient bon, les gouvernements ont fait ce qu'ils ont pu avec la NASA, l'Agence spatiale européenne, etc. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir ça aux entreprises privées. Et quand ils ont commencé à dire ça, moi je me disais républicains à la con, arrêtez vos conneries, ce genre de truc, évidemment que c'est machin. Mais et c'est peut-être que c'est le moment que Elon Musk le fasse, mais en tout cas, il est en train d'y arriver, quoi. Enfin bon, moi ça m'a frappé. C'est à la fois fascinant, mais un petit peu effrayant aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on fait partie de générations où c'était les nations, effectivement, qui envoyaient des gens dans l'espace, qui avaient les grands programmes. Là, maintenant, c'est des compagnies privées. Compagnie privée, elle a quand même une obsession du profit, de la rentabilité, ce genre de choses. Est-ce que ça va pas limiter justement? On enlève quelque part l'exploration spatiale de la main des scientifiques pour les mettre dans les mains des commerçants. C'est la marche normale, ça a toujours été comme ça. Mais moi j'ai une petite tristesse en fait par rapport à ça. C'est-à-dire on n'est plus dans moi je voyais l'avenir comme dans Star Trek, la fédération des planètes et tous unis, il y a plus de nations et tout. Bon là ça va être t'es Amazon ou t'es Google pour le prochain voyage. Enfin bon, voilà. Oui, ça va être marrant le moment où SpaceX va réclamer une partie des terres et dire. C'est ça qui va être la question. Cette ville, elle appartient à SpaceX, quoi. Elle appartient Vous êtes pas sur une lune à Amazon. Veuillez ranger votre iPhone, s'il vous plaît. Est-ce que t'es Prime? Est-ce que t'es Prime? Sinon tu dégages. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est hyper excitant là, vu d'ici. Parce que il a montré vraiment la base, comment elle allait se développer avec le premier voyage, le deuxième voyage, machin. Même si on comprend bien que ça fait un petit peu, c'est du ressort du fantasme. Mais les questions qui se posaient derrière sont également celles-là. En même temps, on voit bien que l'exploration spatiale est un petit peu dans une impasse depuis une trentaine d'années. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est pas le moment d'ouvrir ça à plus large? Mais bon, c'est une question intéressante. L'exploration spatiale, on fait quand même, il y a un nouveau télescope qui va être lancé, on regarde de plus en plus loin dans l'espace, il y a toujours cet aspect-là. Mais effectivement, envoyer des gens dans l'espace ou sur d'autres planètes pour dire on l'a fait, effectivement, ça se fait plus. Ça n'a plus de valeur scientifique. Voilà, ça se fait plus. Et les raisons pour lesquelles ça se faisait à l'époque, c'était effectivement la concurrence entre le bloc soviétique et bon. Chose beaucoup plus importante que le fait d'aller vivre sur Mars ou pas, bien sûr, l'extension du nombre de caractères qu'on peut utiliser sur Twitter. C'était quand même le sujet que vous attendiez tous. Twitter est en train d'implémenter une limite de 280 caractères au lieu de 140. Messieurs, réaction. C'est 2 fois trop. Ouais. C'est les Allemands qui vont être contents. Ouais, c'est ça. Non, je vois que ça vous inspire pas énormément. Non. C'est compliqué d'écrire plus long quand t'as été habitué à écrire plus court. Et moi, ça me pose pas de problème. Hein. Généralement, je fais 4 tweets à la suite avec des chiffres. Non, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude. Et puis, faut se rappeler que les 140 caractères, ça vient de la limite des SMS initialement. T'as été habitué à parler court comme ça. Et pour avoir essayé, du coup, on a essayé sur le compte de Geeking de faire 280 caractères. C'est long quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que au début, le premier, les premières minutes, mais mince. Tu dis j'ai de la place. T'as écrit 140 caractères et je fais quoi de l'espace qui reste? Bon, après on va trouver. Mais peut-être pour prendre la défense, faire l'avocat du diable, Twitter a changé aussi et est devenu plus un espace de conversation. Et autant, moi, quand je fais un tweet pour annoncer quelque chose, 140, ça me suffit. Mais parfois, pour répondre à des gens qui te posent des questions un petit peu pointues, soit tu fais 3 mails à la suite, tweets à la suite, soit tu dis, écris-moi un mail parce que sinon on va pas s'en sortir. Là, ça permettra en tout cas un certain nombre de réponses, de manière plus simple. Après, là où moi je trouve, ils l'ont pas trop mal implémenté. Ce que j'avais peur, c'est que 280 caractères, nuisent à la lecture. Moi, ce que j'aime dans les 140, tu veux dire la lecture du flux, la lecture du flux ne soit pas trop encombrée. Je trouve que là, ça va. Mais non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Le flux reste bon.
Et je pense qu'on utilisera. De toute façon, c'est dans la logique de continuité. En plus, Twitter évolue pas à une vitesse folle non plus, quoi. Ils implémentent un nouveau service tous les 6 mois, 1 an. Là, on attend toujours l'édition de tweets. C'est un détail pour les. C'est un détail utile pour les gens qui utilisent Twitter. Ça va pas faire venir d'autres gens. Moi, je suis plutôt content, quoi. Oui, parce dès que que t'as une 140, conversation, t'es un petit peu à l'étroit. Dès que t'as une conversation ou un débat sur Twitter, tu sens que les 140 caractères, t'es à l'étroit. Tu remplaces les N par un %, tu essayes de couper tous les mots. Et tu perds du temps, en fait, en trafiquant tes phrases. Ils avaient déjà fait sauter la limite pour les DM. Pour les messages directs, donc du coup c'est la logique suivante effectivement pour faire les discussions. Non mais tu sais, les gens mettaient des photos de leur appli de notes où ils avaient écrit des trucs plus longs. Enfin, remarque, ça arrivera toujours parce que 280 ça reste mais bon, ça limité, reste un peu moins. Bon, autre truc absolument essentiel pour notre vie, ce blouson en jeans de Levi's qui coûte $350 et qui a une petite section sur la manche droite. Attendez, ça c'est la droite. Donc sur la manche gauche, prends la droite et la gauche. Je suis un peu dyslexique. Et donc on peut taper dessus, faire des petits gestes sur la manche pour contrôler votre smartphone ou ce genre de truc. Ça coûte $350. C'est que le tiers du prix de l'iPhone 10. Donc il a donné. Et tu ne peux le laver que 10 fois. Voilà, c'est ça. Ouais, enfin, franchement, combien de fois tu laves ta veste en jean? Ah, moi, tous les jours, question sanitaire. Non, mais, bon. À ce moment-là, enfin, là, j'avoue que, en fait, c'est un peu un truc qu'ils ont fait parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire. Oui, c'est un peu ça. Et que Levi's se dit, faut qu'on fasse des trucs tech. Et pour moi, il y a une occasion ratée. Il y avait de quoi faire un écosystème avec, tu vois, un endroit dans la manche dans lequel non, mais un endroit dans la manche dans lequel tu puisses glisser un device et tous les produits Levi's de la gamme, tu pouvais glisser le produit dedans, tu vois, lancer leur espèce d'Apple Watch Levi's. Mais là, c'est dans le blouson, tu peux pas le sortir. Enfin, j'ai du mal à comprendre le truc. Bon, je préfère avoir une des gens intéressés par une veste. C'est con, on en avait 10 à faire gagner. C'est parce que Jérôme, en vrai, il attend le hygiene de la prochaine. Ça, ouais. Voilà. Dis-le. Absolument. Moi, je veux le truc griffé Apple avec. Et oui, mais là, il coûtera plus $350. Ah non. Justement, puisqu'on parle d'Apple, le service, le site DxOMark a donné son meilleur score pour les téléphones, l'appareil photo de téléphone mobile à l'iPhone 8 Plus. Qui est bien au-dessus des concurrents. Ce matin, ils ont donné exactement le même score au Galaxy Note 8. Mais un peu meilleur en photo que l'iPhone, un peu moins bon en vidéo. Exactement ce que j'avais dit. Très bien. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Tu confirmes? Toi, tu l'utilises depuis. Et on a aussi, comme on le disait, les performances du A11 Bionic qui sont effectivement au-dessus de la mêlée et qui sont comparables même aux performances, dans des conditions différentes bien sûr, mais aux performances d'un ordinateur de bureau ou d'un laptop. Retour d'expérience sur l'iPhone 8. J'avoue qu'il me surprend cet iPhone qui devait être décevant, qui ressemble à un vieux machin d'il y a 4 ans, mais qui n'a pas changé de design. Tout le monde se disait bon, il est tellement dans l'ombre de l'iPhone 10 qu'il n'est pas intéressant. Ça fait 2-3 semaines que je l'utilise et il est assez surprenant. La puissance, elle est assez folle. Mais ça sert à rien aujourd'hui. Et en photo, oui, il mérite bien ce score. Il m'épate vraiment bien. Là, j'ai fait des photos de concert vendredi. Ceux qui me suivent sur Instagram en ont vu. J'avais jamais vu des photos de concert comme ça sur un smartphone. Très impressionnant. D'accord. Tu dis la puissance quand même, c'est impressionnant. Concrètement, est-ce qu'on n'est pas à un stade où les téléphones mobiles, de toute façon, ils tournent, ça change rien? Écoute, c'est des microsecondes, bien sûr, que tu vois pas tant de différence, mais c'est une impression globale. Il est ultra réactif, quoi. Voilà. Et un truc sur la puissance, il y a du sens de ramener de la puissance en fait sur les devices, et je fais pareil avec ce que disait Microsoft tout à l'heure sur le Edge Computing, c'est de ramener en fait l'intelligence artificielle sur le device au plus proche de toi. Si t'as pas de réseau, t'as quand même envie que ton Siri marche par exemple, et du coup la puissance de calcul qui augmente sur les devices, ça a du sens pour ça. Oui, je sais pas si Siri pourra marcher parce qu'ils ont tellement besoin justement de leur infrastructure cloud. Je suis pas certain que ça pourra un jour fonctionner, ou peut-être des fonctionnalités limitées. Non, mais ils auront besoin de ça s'ils veulent le faire. S'ils veulent le faire, oui, c'est sûr.
Tiens, parlons un petit peu d'un sujet qui ne provoque aucune controverse. Parlons d'Uber, qui a perdu sa licence à Londres, sa licence de fonctionnement à Londres suite à diverses, divers malentendus qu'a eu Uber avec la ville de Londres. Alors, c'est intéressant d'une part parce que c'est un accro de plus avec Uber, mais c'est surtout intéressant parce que on voit la manière dont Uber réagit et on sent une intention de comment il s'appelle, Dara Khorojvahi, pardon. Pas facile. Non, mais si, j'ai mal prononcé. C'est terrible quand je prononce mal. Khosrowshahi. Voilà. Je suis désolé, je m'excuse par avance, mais oui, donc c'est le nouveau président, le nouveau CEO de Uber qui a fait le voyage direct à Londres. Je ne sais pas si vous avez vu, qui parmi vous a déjà vu les pubs que fait Uber depuis quelques jours là, ou une ou deux semaines. Vous avez vu les pubs Uber où ils disent non, vous avez pas vu, c'est peut-être qu'ils m'ont ciblé moi directement. C'était sur YouTube, des pubs où Uber fait son mea culpa, genre oui, on a avancé très vite, on a peut-être été un peu trop vite parfois, mais notre idée de connecter le monde et de vous permettre de vous déplacer, de vivre de nouvelles expériences, machin, bref, on sent qu'il y a un revirement mais absolument complet d'Uber. On voit que Travis Kalanick fait ses petits mouvements avec le board notamment pour essayer de garder un minimum de pouvoir, mais enfin vraiment on voit qu'il est plus aux commandes. Moi j'ai l'impression que Uber va réussir son revirement. On va voir, mais ils sont tellement établis et ils ont pas vraiment, il n'y a pas eu de concurrent qui a pris suffisamment de place pour les remettre en question. Je me dis que s'ils réussissent à nettoyer leur image suffisamment, et c'est pas impossible, peut-être qu'Uber sera une société dont on sera fier de dire qu'on l'utilise un jour. Là, ça paraît impossible, mais je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ces revirements, vous ? Non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est là Uber vraiment avait une image, c'est de pire en pire quoi. À chaque fois que t'entends parler de Uber, c'est pour une mauvaise nouvelle ou une nouvelle polémique ou un nouveau problème avec leurs employés. Là, ça fait bien 2 mois qu'il n'y en a pas eu. Ouais, super. Et du coup, effectivement, ça devenait assez mauvais pour la société. On sent que voilà, Uber est allé très vite au début quand ils sont arrivés sur le marché. Qu'ils ont disrupté effectivement le marché, ils ont uberisé le marché. Uber a uberisé le marché. C'est uberisé. Et ils sont allés peut-être un peu trop vite effectivement. Et là, en fait, ça arrive, c'est le moment où t'arrives. Après la période de croissance folle, c'est la période d'un peu de plateau où on respire 2 secondes et on se demande un peu ce qu'on fait, c'est quoi notre but, pourquoi on est là et comment on fait les choses quoi. Et peut-être un moment. Alors j'ai une autre question du coup qui me vient. Est-ce que vous pensez que la stratégie de Kalanick était nécessaire pour pouvoir arriver à ce moment où on s'assagit ? Est-ce que Uber aurait réussi sans cette attitude absolument outrancière ? L'esprit gauchiste ne veut pas répondre oui, donc je vais laisser répondre Jérôme. C'est un peu comme Steve Jobs et Tim Cook. Je dis souvent que Steve Jobs aurait pas tenu avec Apple dans ce qui est devenu Apple aujourd'hui. Et oui, je pense Uber. Moi, j'ai vu. Je crois que tu étais aussi à le web quand ils sont lancés. Quand ils sont lancés sur Paris, 2009, etc. En fait, ce mec a une énergie. Alors, il écoute personne. C'est un bélier. Il défonce les murs. N'ayons pas peur de le dire. Ça a l'air d'être un sale con quand même. Disons que c'est un libéral dans tout ce que ça peut avoir d'extrême, sans foi ni loi. C'est pas qu'une question de libéralisme, c'est un type qui il a une attitude de tu sais, de bro d'université américaine. La fin justifie les moyens pour un mec comme ça. Mais du coup, c'est ça la question. En fait, je pense pas qu'il aurait été indispensable pour qu'Uber en soit là, mais il a certainement accéléré le processus. Mais du coup, les conséquences sont payés maintenant par la société. Ouais. Moi, j'ai l'impression que sans lui, ça aurait pas été possible. Moi, j'ai l'impression que le truc qu'il a fait, et ça lui a donné raison, c'était justement d'avancer sans respecter les conventions et les lois. Et les choses étaient tellement, comment dire,
je veux dire Figé, voilà, oui, c'est ça. sclérosé. Tellement sclérosé que si quelqu'un avait essayé dans ce domaine en particulier, ça aurait pas fonctionné de la même manière, je crois. Maintenant, peut-être que j'ai tort. On voit Airbnb y arrive très bien et travaille de manière polie et posée. Oui, avec mais les... même Airbnb, enfin, il y a un peu cette technique hold up Silicon Valley qui est move On y va fast et puis and on break parle. things. On bouge vite, on casse Oui, des trucs. Et, Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que Ouais, mais tant que la- c'est que des objets et que ça touche pas l'aspect humain, etc., ce qui est un peu la dérive de Uber et de Travis Kalanick surtout, encore ça passe. On a l'habitude Mais pour oui, ça. non, mais parce que l'industrie de l'hôtellerie qui est Ouais, complètement Airbnb, disruptée par Airbnb, elle pourrait avoir le visage des taxis. Et je pense que parce que Airbnb a travaillé avec les villes, a travaillé, tu vois, alors peut-être qu'il y aurait eu une voie médiane pour Uber aussi, peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que c'était plus difficile de passer le mur. Là où je te rejoins, c'est que s'il avait demandé l'autorisation aux villes d'installer Uber avant de s'installer, Ah mais non, là, jamais ça de la n'aurait vie. jamais existé. Ouais, là, c'est clair. Bon, enfin, on a l'impression, en tout cas, maintenant que cette époque est désormais à peu près révolue, même s'il reste dans le coin en embuscade, peut-être pour l'avenir. Il semblerait que Google soit en train de préparer un service de taxi autonome pour 2018. Bon, ça, on ne sait pas le contexte parce que c'est des rumeurs, donc il est possible que ça soit juste dans une ville particulière, peut-être même un quartier particulier, etc. Mais dans ce service, il y aurait pas du tout de conducteur. Donc, à voir ce que ça va donner. Ikea a racheté TaskRabbit. TaskRabbit, c'est c'est l'ubérisation des petits services. c'est l'handyman. Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc vous avez besoin d'un truc d'un truc de plomberie ou d'un truc de réparation chez vous, machin, vous pouvez appeler TaskRabbit et ça vous met en relation avec quelqu'un qui le fait avec le même système de notation, machin. On voit que ça pourrait avoir une certaine synergie avec Ikea qui fait du montage. Peut-être, mais surtout c'est Ikea qui se lance dans l'industrie web. Comment t'as dit tout à l'heure? Le figital. Le figital, voilà, dans l'industrie figitale. Du service, ouais. Ouais, Ikea, cohérent. Ah Bah mais oui, bah c'est le service. C'est quand tu achètes, y a rien de pire quand tu achètes une cuisine ou un meuble chez Ikea. Enfin, un meuble ça passe, mais genre typiquement une cuisine, tu te dis, enfin moi je suis pas du tout bon. Non, mais ils ont déjà des gens qui peuvent te le monter. Oui, mais ça coûte cher, et ils sont loin, il faut booker une demi-journée et machin. Alors que là, ça. Donc tu veux ubériser ces pauvres gens Voilà, qui c'est ça. travaillent C'est ça. Oui, c'est du lourd, depuis des années. C'est ça. À la place d'avoir un mec en CDI qui a été formé pour ça, tu vas avoir un mec auto-entrepreneur sans assurance maladie, voilà. Qui va se casser le dos en montant ta Oui, cuisine. c'est ça, exactement. En plus, c'est hyper dangereux ce Oui. genre de truc. Voilà. Quoi. Voilà. Oui. D'accord. Mais ok. moi, je m'en fous. C'est moi, je suis le J'ai client. payé, c'est bon. moi alors quand j'ai entendu cette news, parce qu'il y a 4 ans chez un grand distributeur français dont je tairai le nom de matériel de bricolage, j'avais fait une présentation de TaskRabbit en disant mais c'est ça l'avenir quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'amènent finalement nos smartphones, c'est que tout ça, on l'a pas inventé, hein, les coups de main de voisins, on se rend l'appareil quand on a un bon voisin. C'est des choses qui existaient, mais qui étaient limitées par notre cercle physique. Et aujourd'hui, le grand apport de la mobilité, d'Internet et tout ça, c'est de rendre finalement ça possible. Et pour une marque comme Ikea, c'est juste parfait, quoi. Comme c'est hyper cohérent. Ce qu'il faut juste espérer, c'est que Ikea ne limite pas Ikea, mais que TaskRabbit reste TaskRabbit et on puisse l'utiliser pour plein d'autres choses en fait. Ouais. Du coup, on va voir comment ça va se développer. Peut-être que Ikea va aller plus loin, mais ils sont déjà sur la tech avec leurs objets connectés. Ils en ont beaucoup. Et tous Non, les meubles Free. maintenant. C'est ça. Tu le dis bien, t'as l'habitude, ça se voit. Ah ouais. bah oui, Ouais. le suédois, ça me connaît. Tous les meubles maintenant, enfin de plus en plus, il y a des chargeurs Qi dedans et non. mais là, Il y a les ça va ampoules cartonner. connectées. Ikea, ils ont toujours Ouais, été c'est très ça. réactifs sur Ouais. les Et c'est ce changements que je disais, importants. t'as Et pas là, entendu. Je disais Trod Free. C'est leur truc de leur gamme d'objets connectés. Ah d'accord, ouais, non mais Ouais, vous parlez de je deux choses, sais pas. mais après vous parlez de deux choses différentes, je crois. Lui, il parle des chargeurs sans fil truc muche. Et il y a aussi Et les les lampes à la ampoules connectées. Philips. Il a parlé des D'accord. ampoules connectées aussi. J'ai Trod terminé Free. avec les ampoules, les drôles de fiches. Là. Bon, revenons un petit peu en France. Savez-vous comment on dit dark web désormais? J'ai en- lu en les français. notes. Tu as Ouais. lu les notes, très bien. Donc on dit internet clandestin. Et moi au début j'ai vu ça, je me suis dit bon,
Ok, pourquoi pas. Et j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que les réactions m'ont fait réaliser que Dark Web, oui, c'est un Internet un petit peu enfoui auquel il est difficile d'avoir accès, mais Internet clandestin, il y a tout de suite une notion d'illégalité. Alors que, effectivement, dans le Dark Web, bah, c'est pas forcément illégal. Donc, je trouve le choix du terme assez maladroit et surtout, ça révèle une incompréhension de du sens profond du terme qui est un peu préoccupante, quoi. Bah, est-ce que c'est une surprise hein Ouais, c'est non, pas la première fois qu'une francisation d'un mot perd du sens. Perd du sens, oui, mais là, c'est carrément orienté, quoi. Ouais, c'est vrai qu'Internet clandestin, pour le coup, si tu annonces aux 20h, on a découvert un truc sur l'Internet clandestin, tout à coup... ça fait peur, c'est C'est ça. des gens avec des couteaux entre les dents. Ouais, c'est les députés ont adopté, dans le cadre de nombreuses autres parties de législation, l'obligation de déclarer ses identifiants électroniques dans des conditions particulières, si on est suspecté d'activités terroristes, etc. Et sur ce point, une fois n'est pas coutume, j'avoue que je suis pas certain d'avoir un avis déterminé sur est-ce que c'est bien ou pas le fait de devoir déclarer ses identifiants électroniques. Est-ce que vous pourriez me dire ce que je dois penser ? Il faut préciser quand même que c'est les identifiants et non pas tes codes pour accéder à tes comptes. Non, c'est pas tes mots de passe. C'est pas tes mots de passe. Quel est ton accès à ton Facebook. Voilà. C'est de dire tu es dans l'obligation de dire je suis sous Facebook sous telle identité. Je suis sur Twitter sous telle identité. Oui. Donc si dans une enquête terroriste, j'ai envie de dire... c'est ça, tout dépend du contexte de la demande. Est-ce mais qu'on demande à tout le monde, pardon ? Bah oui, est-ce que on peut pas abuser de cette exigence et se dire du coup oui, ils vont se mettre à demander les noms des comptes Twitter de tout le monde. Du coup, le gros problème, c'est est-ce qu'il faut pas que je fasse attention à ce que je vais dire sur Twitter, parce que si un jour il y a un malentendu et que j'ai fait une blague mal placée, est-ce que du coup ça va pas être mal interprété et par précaution même, les gens qui sont en charge de notre sécurité vont se dire oula, celui-là on sait pas trop, dans le doute, on va le garder 24 heures de plus ou Dieu sait quoi. Et en même temps, de l'autre côté, ce que je me dis, c'est que quand même, si on dit quelque chose publiquement sur Twitter et que raisonnons par l'absurde, les autorités n'ont pas le droit de demander, enfin n'ont pas le droit, ne sont pas autorisées à avoir les informations sur ce qu'on dit publiquement sur Twitter, on marche un peu sur la tête aussi, donc je sais pas. En fait, le vrai truc, c'est que de dissimuler une identité numérique dans le cadre d'une enquête devient finalement... Donc ça me paraît assez cohérent, en fait. Après, tout le danger, mais c'est toujours la même chose, c'est la glissade de... la définition du terrorisme à notre époque, elle est relativement claire, mais qu'est-ce qui va arriver demain ? C'est toujours le problème d'entériner ce type de loi, c'est qu'aujourd'hui, ça paraît cohérent, demain, on peut s'en mordre les doigts. Bon, on n'a pas de réponse claire. Une autre obligation, désormais, le Data Protection Officer, le gardien des données personnelles, qui va être un poste obligatoire dans la plupart des administrations et dans certaines sociétés. Je dirais que clairement les gens ne le font pas d'eux-mêmes ou les administrations ne le font pas d'elles-mêmes. Donc c'est peut-être pas plus mal que ça soit désormais obligatoire parce que Dieu sait, on l'a vu avec le scandale Equifax qui fait encore des vagues qu'on évoquait la dernière fois avec Jeff. Dieu sait que c'est quelque chose d'important et que les gens ne prennent pas au sérieux. Donc c'est peut-être une bonne chose ça. Oui, alors ça fait suite à une nouvelle loi qui est passée au niveau européen, donc la RGDP ou la GDPR en anglais. Et c'est une loi pas qui inquiète, mais qui suscite beaucoup d'intérêt au niveau des sociétés parce qu'effectivement elles sont pas prêtes à ça ou ont pas forcément connaissance de ça. Et alors, il y a eu quelques sessions hier ici à Microsoft Experience là-dessus. Et on voit que les gens s'intéressent dessus parce qu'ils vont avoir l'obligation de le faire. Ça sera mis en pratique à partir du 25 mai 2018. Et effectivement, c'est dans le but de protéger les données
caractère personnel, et ça s'applique à énormément d'entreprises. C'est-à-dire que même les entreprises qui font pas forcément du B2C, qui ont juste leur business interne, dès lors qu'elles ont des données sur leurs employés, elles doivent avoir un système de protection là-dessus. Oui. Elles doivent prévoir les failles, elles doivent avoir plein de choses, effectivement, et c'est un truc qui devrait déjà exister en fait, mais qui est pas en place. C'est difficile parce que le gros problème en fait, c'est que quand on est décisionnaire sur ce genre de truc, on se dit bon, pour le moment ça marche. Améliorer entre guillemets les choses, ça semble pas absolument indispensable. Et puis ça coûtera de l'argent. Et puis ça doit décaler la productivité parce qu'il faut tout interrompre, il faut remplacer des trucs. Ouais bon, on le fera plus tard. C'est ça. Et évidemment c'est une attitude absolument suicidaire que j'espère vous n'aurez pas si vous avez écouté l'émission depuis suffisamment longtemps. On parle un petit peu d'argent encore. 9 milliards d'euros pour la transformation numérique de l'État. Moi, ça me paraît... je ne sais pas si on a besoin de 9 milliards ou de plus ou de moins, mais en tout cas, le fait qu'on s'attaque à la transformation numérique de l'État, quand je vois comment se passent les choses dans d'autres pays, comme notamment l'Estonie, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On n'est pas trop mal lotis, je crois, en France. Les choses avancent petit à petit. Mais je pense qu'on pourrait aller plus vite. Il y a de la marge encore. Il y a de la marge. Ça dépend, c'est marrant. On voit vraiment différentes administrations qui ont avancé à différentes... Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je pensais pas que ça avancerait presque aussi vite sur certains Ceci points. dit, j'ai demandé mon nouveau permis il y a un mois par Internet, avec tous les trucs faits électroniquement. Toujours pas de nouvelles. J'aurais envoyé un message. Est-ce que peut-être non, pas de nouvelles. Ouais, il y a certains services, on n'a pas encore. Non. Par contre, les impôts, super bien. Hein. Alors là, par contre, la collecte d'argent, elle est optimisée. Hein. Mais vraiment, c'est un plaisir de travailler avec les impôts. Franchement, quel sens du service quand même. Mais c'est vrai. Tu sais, on a l'impression que je suis ironique. Franchement, si vous avez déjà eu affaire aux impôts, c'est l'une des administrations qui est la plus efficace et qui a vraiment les réponses à vos questions, quoi. Eux, ils vous envoient pas un centre d'appel où il y a les agents du service niveau 1. Ouais, enfin, Patrick, le jour où les impôts te doivent de l'argent, on en reparlera. Parce que là, c'est pas du tout le même sens du service. C'est vrai que généralement, je leur demande comment je dois les payer, mais bon, la taxe YouTube a été entérinée. On en a déjà parlé, je vais peut-être pas refaire toute l'émission dessus, mais enfin, l'idée que YouTube doit contribuer à la création dans l'audiovisuel en France, j'ai presque envie de dire, si on part du principe qu'il doit y avoir une contribution des différents acteurs du domaine pour l'audiovisuel en France, alors oui, pourquoi pas YouTube et les autres aussi. Mais peut-être qu'il faut commencer à se reposer la question. En même temps, ce que je dis souvent, moi j'ai travaillé dans le spectacle et dans le cinéma, si on a une telle présence sur la scène internationale dans le domaine du cinéma, c'est aussi grâce à ça. Mais les gens vont pas les voir au ciné, donc on produit à perte. Donc je sais pas. Là non plus, j'ai pas un avis complètement. Il y a juste une nouvelle de ce matin qui est intéressante par rapport à ça. Le CNC, le Centre National du Cinéma, qui a annoncé qu'ils vont débloquer des fonds pour aider certains YouTubeurs, surtout dans la fiction. Moi, c'est ce que je disais par rapport à ce dossier. Donc tu vas te mettre à faire de la fiction. En fait, ouais, en fait, j'arrête les tests tech et je vais vous raconter des histoires. Ok pour une taxe, mais à ce moment-là, redistribution équitable. Les gens qui font du YouTube, les YouTubeurs, à ce moment-là, on fait partie du paysage audiovisuel au même titre que la télé, le cinéma. Donc nous aussi, on a droit aux subventions. Donc ok, mais il faut que ça marche dans les deux sens. Avec les règles du CSA, du coup. Ouais, c'est bon, je dirais plus bip et bip dans mes vidéos, ça ira, c'est bon. Ceci dit, je dois vous avouer que le CNC, donc l'organisme qui s'occupe de redistribuer les subventions dans le domaine du cinéma, je vais pas dire que c'est une mafia, mais enfin c'est quand même. Ouais, à mon avis, c'est pas tout le monde qui va y avoir droit chez YouTube. Et pour nuancer l'annonce, c'est une toute petite portion de budget par rapport à l'argent qu'ils distribuent ailleurs. Généralement, faut quand même connaître les bonnes personnes et je serais même pas surpris de voir les gens qui sont déjà connus récupérer les subventions. Tu vois. Et monter une chaîne YouTube avec. Non, mais même des YouTubers déjà connus. Oui. Ah, même bien sûr, ça va être ça. Hein. Oui. À mon avis, oui. Bon, bref, on vous laissera vous faire votre propre avis. Google a mis en place ce système pour s'accorder avec la décision de l'Union européenne pour le problème dont on avait parlé de moteurs de recherche de produits. En fait, et donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Union européenne a réussi à faire plier
Google. Ils ont aussi évoqué une taxe, une amende à Amazon, et ils évoquent également disons qu'ils sont en train de tomber d'accord dans l'Union européenne, visiblement sur le fait que il faut peut-être taxer les géants du web d'une manière spécifique pour éviter l'optimisation fiscale dont on vous parle ici depuis bien longtemps et dont on dit souvent, en tout cas c'est mon avis, je crois que Jérôme le partage, je sais pas si vous êtes du même avis, mais que oui, moi je pense qu'il faut taxer les géants du web, mais c'est pas en leur mettant des amendes parce qu'ils optimisent à travers l'Irlande, parce que ça c'est légal. Ce qu'il faut faire, c'est repenser la manière dont on va gérer la taxation de ces métiers, et c'est ce vers quoi semble se diriger l'Union européenne, et le consensus semble pas impossible là où il avait l'air très compliqué il y a encore quelques mois. Donc peut-être que c'est envisageable. Je sais pas si non, mais c'est évidemment la bonne solution, mais le problème c'est la solution, je pense que tout le monde la connaît, quoi. Après c'est être d'accord sur l'implémentation qui sera différente, quoi. Enfin, qui est pas, voilà, tout le monde, genre Luxembourg et l'Irlande, bizarrement, ils sont pas d'accord, quoi. Bah, disons que je pense que si toute l'Union européenne est d'accord, on a peut-être moyen de convaincre nos amis. Il y a des petits moyens de faire pression, parce qu'on peut dire à l'Irlande, ok, pas de problème, maintenez votre truc, mais à ce moment-là, il y a un certain nombre d'aides européennes, bah, on va peut-être les indexer aussi. Enfin, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un jeu. Après, ce que je voulais dire, c'était surtout que voilà, l'aide, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faudrait revoir à l'échelle européenne la taxe, machin, pour qu'ils évitent, en fait, corriger cette faille, en fait, finalement. Vu que c'est une faille, cette optimisation, c'est juste l'exploitation d'une faille. Il faudrait la corriger, c'est tout simplement ça. Mais oui, je suis pas d'accord sur ta caractérisation de la chose, mais continuons. Oui, c'est un loophole, quoi. Bref, ok. Mais toujours est-il que la solution, je pense qu'on la connaît. Il faut juste se mettre d'accord sur le fait de la faire, quoi. Ouais. Et le truc compliqué. Et effectivement, là, peut-être qu'il y aura. Là, on voit enfin peut-être une éventualité, quoi, une possibilité. Ce qui est notable finalement dans l'évolution de ces dernières semaines, c'est que il y a encore quelques mois, la réaction était généralement, de toute façon, on tombera jamais d'accord. À combien, enfin 26, 27, je sais plus combien doivent tomber d'accord sur ce point spécifique. Et là, visiblement, ça a l'air d'évoluer. Alors, on n'y est pas encore, mais ça a l'air d'évoluer. Donc, c'est plus aussi, ça apparaît pas aussi impossible que ça semblait apparaître il y a quelque temps. Et puis dernier point que je voulais évoquer, puisqu'on parle politique et sujet passionnant, je voulais parler des efforts russes de disruption des processus, pardon. C'est pas possible ce terme. On en est à combien là je sais plus, on a cassé le compteur. De disruption des efforts démocratiques dans les différents pays occidentaux ces 2 dernières années, on va dire. Pour noter, alors il y a plein de sujets qui ont été écrits, d'articles qui ont été écrits sur ces sujets ces dernières semaines. Évidemment, les États-Unis en parlent énormément. Il semblerait, il y a plusieurs choses qui sont notables. D'une part, on n'a pas d'informations scientifiques précises, d'études sur l'influence que ça a eu. On sait que le nombre de personnes touchées est peut-être un peu moins important que ce qu'on aurait pu penser. On parle d'une dizaine de millions de personnes aux États-Unis, donc on est loin de la population totale. En même temps, les gens qui sont actifs politiquement ont sans doute été peut-être un petit peu plus touchés que les autres. Et on a Twitter et Facebook qui sont en train de témoigner au Congrès américain avec différents niveaux de satisfaction du Congrès. Donc, la chose que j'ai notée, moi particulièrement, c'est de voir comme les sujets qui ont été promus par ces groupes plus ou moins affiliés avec la Russie étaient vraiment des 2 côtés du spectre politique. Et là, c'est presque un avis d'utilité publique que je suis en train de faire. Dans ce genre d'opération de déstabilisation, on a tendance à penser, peut-être avec les exemples qu'on a eus ces derniers temps, que les opérations se font d'un côté du spectre politique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce que veulent les gens qui veulent déstabiliser les processus démocratiques, en fait, c'est pas particulièrement pousser une idéologie, mais plutôt provoquer de la division et provoquer de l'animosité.
Et on a vu notamment que certains efforts russes portaient sur des sujets comme des sujets d'homosexualité, de ce genre de choses, mais dans le sens d'organisations de défense des droits, voilà, qui vont aller poster des gifs ou des mimes un petit peu provoquants, un petit peu outranciers, ce genre de choses, dans lesquels vont facilement s'engouffrer des gens qui sont plutôt de ce côté-là, et donc d'une certaine manière s'opposer de front à des gens avec qui ils auraient peut-être pu discuter autrement. Et ça marche vraiment des deux côtés. Donc moi, c'est ce que je voulais évoquer en conclusion, c'est vraiment cette idée que il faut être au courant de ce genre de choses. Et je crois qu'en France, on a plutôt relativement bien résisté aux tentatives de ce qu'on appelle les shitposts, les memes, ce genre de trucs qui se partagent facilement sur les réseaux sociaux, de fake news aussi. On a quand même pas mal résisté, mais le fait qu'on ait bien résisté une fois veut pas dire, et encore une fois, il y en a dans tous les côtés. Le fait qu'on ait bien résisté une fois veut pas dire forcément qu'on est vacciné, donc gardons-le à l'esprit, quoi. Moi, c'était intéressant aussi dans les points que tu avais notés sur le même sujet, ces actions de Facebook déjà de montrer en public de quelle façon les pages comment elles reçoivent de la publicité, du paiement, en gros les subventions. Qui a payé pour afficher un contenu sponsorisé. C'est ça. Ce qu'ils vont faire désormais, c'est qu'ils vont permettre quand on voit une pub de voir qui a payé pour cette pub et quelles autres pubs ils ont également promues. C'est très important, surtout aux États-Unis où en politique ils avaient déjà l'habitude pour les publicités vidéo à la télé. T'as toujours la vidéo qui est sponsorisée par telle association, tel lobby, etc. Là, cette transparence-là sera appliquée aussi au web. Et je trouvais ça intéressant que ce soit pointé en particulier sur Facebook et le fait que Zuckerberg, on sent, se prépare de plus en plus, est de plus en plus impliqué dans la vie politique des États-Unis, quoi. Pour l'instant, en simple témoin et en simple, il commente, il analyse, il commente. On se sent qu'il sent qu'il veut s'impliquer un peu plus et du coup je vois aussi dans ce changement de politique de Facebook une nouvelle façon de dire que si un jour Zuckerberg fait quelque chose, on saura les pubs qui seront financées par qui et pas forcément par Facebook, et donc il pourra se détacher de Facebook si jamais il veut se présenter à quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'on a ceci dit une certaine défiance qui est en train de s'établir, que je voulais mentionner aussi, aux États-Unis, envers les géants de la technologie en général. Et les problèmes qu'on a eu avec l'influence de puissances étrangères, possiblement, c'est pas encore 100% confirmé, mais enfin on y arrive. De plus en plus, l'opinion semble se retourner contre les géants du web qui pouvaient un petit peu pas faire de mal jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en train de déborder de cette arène politique et on est en train de se demander, encore une fois, les États-Unis, c'est un pays que je suis beaucoup, et on est en train de se demander là-bas, est-ce que Amazon est pas trop grand? Est-ce que Google est pas trop grand? Etc., etc. C'est des questions qui sont pas encore sur le devant de la scène, mais qu'il aurait été assez inimaginable de voir entendre poser il y a 2, 3, 4 ans, quoi. Et donc, vous savez que moi, je suis une sorte de cheerleader de la technologie et que je suis complètement défenseur des bienfaits de la technologie, etc., etc. Et c'est vrai que ces dernières années, j'aime beaucoup ce titre de cheerleader de la tech. Tu vois bien avec les pompons à chaque sortie d'iPhone, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, même moi, j'avoue que mon opinion a petit à petit évolué et ça se ressent dans ce que je dis avec ces histoires de taxes et de machin, où je me dis, il y a un moment peut-être qu'il faut commencer à réfléchir avec ce que je dis toujours, les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Aujourd'hui, la situation est comme ci ou comme ça. Eh ben, il faut dealer avec la situation telle qu'elle est. Donc, peut-être revoir les idées qu'on avait un petit peu arrêtées jusqu'alors. D'ailleurs, même pas forcément arrêtées, mais les idées qu'on avait en fonction de la situation telle qu'elle était. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, force est d'avouer que tous ces géants ont pris une importance. Déjà qu'ils étaient importants à l'époque. Aujourd'hui, ils sont devenus d'une taille et d'une importance surtout démentielle, quoi.
Les États-Unis, de toute façon, sont face à un problème par rapport, effectivement, au monopole, alors que c'était un pays très actif et ils ont cassé beaucoup de leur monopole dans les années 50-60. Le lobbying a fait que maintenant, parce que c'est pas que la tech, en fait, ils ont du mal à casser les monopoles qui se créent, et d'autant plus que, par exemple, la notion de gratuit chez Google a rendu cette entreprise assez monopolistique, mais ils vendent pas directement, donc c'est plus difficile. Bref, il faudrait qu'ils fassent évoluer toutes leurs lois antitrust aux États-Unis pour pouvoir un petit peu. Et moi, je suis d'accord que ça devient trop gros. Et si Google est devenu Alphabet, c'est en prévision de ça aussi. C'est possible. À mon avis. Voilà. Bon, disons qu'il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, je crois. Il faut pas commencer à tout de suite sortir les fourches. Si pas d'entreprise de plus de 3 personnes et on travaille tous au champ. Je crois que c'est ça qui est important dans ces et on revient au sujet d'animosité, de division et de se monter les uns contre les autres. Je crois qu'il faut pouvoir en discuter et pouvoir discuter de ces sujets-là sans partir dans les extrêmes tout de suite. Donc, en l'occurrence, effectivement, peut-être commencer à en parler, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est effectivement un problème, ce qui est un monopole, les problèmes que ça pose concrètement. Enfin bon, bref, ça ensuite c'est des questions politiques, mais qu'on suit évidemment d'un petit peu de plus ou moins près en fonction des sujets et de l'actualité. Bon écoutez messieurs, je crois qu'on arrive au terme de cet épisode qui a été fort sympathique en votre compagnie. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter ou on conclut ? Non, je crois que c'était un rendez-vous tech bien plein. On a la moitié des personnes qui étaient venues nous voir qui dorment là. On a dû baisser le son des ronflements parce que sinon ça aurait fait un peu négligé. Bon, très bien. Donc je vois qu'on a fait notre boulot. Du coup, on va pouvoir se dire au revoir et on va commencer peut-être par Christophe. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur le net ? Alors, vous me retrouvez déjà sur Twitter, donc Chris Kamicas, C-A-M-I-C-A-S, et chez Geeking, donc geeking.fr, dans 2 émissions. Donc Beat, c'est l'émission tech que je co-anime avec Cédric et Stéphane, tous les mercredis sur Twitch à 21h. Et RGB, que je co-anime avec mon copain Charlie, qui est Retro Gaming Bros, donc sur le Retro Gaming, voilà. Magnifique. Cassim. Alors moi, on peut me retrouver, alors où je commence par où on peut me retrouver sur Lifestyle, donc un podcast bimensuel où on parle de l'actualité au sens large de Microsoft et ses produits. On me retrouve aussi là où je gagne des sous pour vivre et manger mes pâtes, c'est sur Frandroid.com et Numérama où Frandroid, on parle de l'actualité tech, l'actualité d'Android en particulier, de Google, mais aussi avec un angle assez large. Et surtout Numérama où on parle de la façon dont la tech influence et le numérique influence nos vies quotidiennes à travers, et finalement avec des sujets qui recoupent souvent le rendez-vous tech, avec la façon dont ça interagit avec la politique, la pop culture, et finalement à quel point la technologie est aujourd'hui partout dans nos vies. Donc voilà, c'est cette ambition-là que porte Numérama. Et sinon sur Twitter, @notecassim, et noté CA2SIM. Magnifique. Eh ben moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et puis tous les matins sur la nouvelle chaîne YouTube Nowtech Live pour l'émission matinale TechScope de 8h à 9h. Parfait. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez aussi des émissions comme le Rendez-vous Jeu, Upload ou Positron. Et si vous parlez anglais, c'est sur frenchspin.com. Il y a des trucs intéressants là-dessus aussi. Notamment d'ailleurs un épisode sur le Venezuela qu'on a fait pour The Phileas Club il y a quelques semaines de ça, avec un Vénézuélien qui a dû s'expatrier en Colombie, qui nous a raconté tout ce qui se passe là-bas. C'était absolument passionnant. Si vous parlez anglais, je vous encourage à aller écouter ça. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez comment ça se passe. C'est sur patreon.com/rdvtech. Les liens sont dans les notes de l'émission. Vous pouvez y aller et nous laisser un petit pourboire, 1, 2, 3 $, ce que vous voulez. Et c'est hyper facile de s'inscrire. Ça prend vraiment 2 minutes. Vous pouvez arrêter absolument quand vous le voulez. Donc si vous estimez que l'émission vous intéresse, vous apporte quelque chose, vous fait rire, et ben vous pouvez faire un petit tour sur patreon.com/rdvtech. On vous remercie par avance, on remercie tous les auditeurs et on vous dit bien sûr rendez-vous dans 2 semaines. Ciao à tous. Salut tout le monde. Ciao.